Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, allez hop, c'est parti. Attendez la fin quand même. Parce que... On a toujours un chauffeur de salle maintenant. Stéphane, On a un clapeur au on premier compte sur toi. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Chloé Ponce-Voiron, je suis coprésidente de Séquence 7. Je suis avec Sarah Wagner, qui est vice-présidente de Séquence 7. Et on est ravis de vous retrouver ce soir pour cette masterclass qu'on appelle dorénavant Rencontre, autour du scénario de comédie. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Séquence 7, je fais un rapide débrief, mais je pense que la majorité connaît. Donc c'est une association qui a maintenant 400 membres environ, qui aide les scénaristes émergents à sortir de l'émergence pour devenir professionnels et vivre de leur métier. Et pour ça, on fait des ateliers, des rencontres, des relectures, des apéros évidemment, et évidemment aussi donc ce genre d'événement à la SACD. On remercie la SACD qui, comme d'habitude, nous accueille et est notre partenaire, un de nos plus gros partenaires. Donc, je vais laisser la parole à Sarah qui a mis en place cette masterclass rencontre. C'est elle qui a tout organisé, donc je lui laisse la parole. Bonsoir, je suis contente de vous voir et que ça aboutisse. Effectivement, j'avais à cœur de faire un truc sur la comédie au cinéma, qui est un peu un guichet dans le guichet, voilà, un truc dont on a peu l'occasion de discuter et on n'a jamais eu l'occasion de faire venir des professionnels de la profession. Donc voilà, on accueille aujourd'hui Wilfried Méance et Olivier Ducret qui ont accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà commencer par vous présenter? Donc ils ont tous les deux coécrit et co-réalisé les deux films que vous voyez derrière, donc Éplucie, Affinité, Jumeaux mais pas trop. Mais peut-être que vous pouvez nous dire voilà, quel était votre parcours l'un et l'autre et comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a fait naître votre collaboration? Comment on en est arrivé là, Willow? Tout était pourtant si bien parti. Tout, voilà, c'est ça. C'est une rencontre amoureuse, tout ça. Non, mais en gros, j'y vais. Puis, donc moi, Wilfried Méance, j'ai fait une école de cinéma. Sorti de cette école de cinéma, j'ai fait une école de com parce que mes parents m'ont dit tu vas pas t'arrêter là. Donc voilà, j'ai continué un petit peu. Et sorti de cette école de com, j'ai monté une société de production avec mon frère, avec laquelle on a fait beaucoup de courts métrages, des pubs, des clips. Et puis ça a été de 2008 jusqu'à 2015-17 et grâce au court-métrage que j'ai fait, j'ai eu la chance d'être sélectionné en festival, de les vendre aux chaînes télé et comme ça faire mon réseau pour passer au long-métrage. Et dans ce chemin sinueux de festival et tout, j'ai rencontré Olivier. On s'est rencontrés d'ailleurs plusieurs fois à différents moments de notre vie. Et moi, j'ai une formation beaucoup plus de réalisateur, même si j'écrivais mes courts-métrages. Et à un moment donné, en 2017, quand on avançait chacun sur nos chemins un peu du cinéma, on s'est dit que ce serait pas mal de nous associer. Et là, on a commencé à écrire ensemble des scénarios de long, ou même à reprendre même des scénarios de long qu'on développait seuls auparavant. Voilà, j'ai essayé d'être concis pour qu'on puisse... Bon, évidemment, tout n'est pas vrai là-dedans, mais... Non, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi, je suis l'autre, je suis Olivier Ducret. C'est exactement ça. J'ai fait la même école que Will, mais 5 ans avant. On a fait l'ESSEC, en l'occurrence, tous les deux, mais on ne s'est pas connus là-bas, c'est pas la même promo. 5 ans, j'ai un peu plus vieux. On a des parcours assez différents, mais grosso modo, ce qui effectivement, nous réunit, c'est l'envie de faire des films. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'après les aigues, je suis assez rapidement, j'ai pris un tournant un peu col blanc. Je suis rentré aux acquisitions des programmes de la chaîne Comédie, à l'époque où elle était rue Pierre de Moore, la fin de la belle époque. Et ensuite, j'ai réalisé quand même que j'avais pas fait tout ça pour ça, donc je me suis dit non, il faut que je retourne vers le cinéma. Donc j'ai fait un master avec l'INA et la Sorbonne de distribution cinéma. Je me suis retrouvé en stage chez Mars Distribution, qui est devenu Studio Canal, c'était en 2004-2005. J'ai passé 4 ans à faire de la distribution de films en salle. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier, parce que souvent on ne connaît pas, mais c'est l'intermédiaire entre le producteur et l'exploitant de cinéma. C'est celui qui crée, déjà qui finance les films. On est tous tributaires de l'argent des distributeurs et qui le market, qui crée les bandes annonces, les affiches, etc. Donc ça a été une bonne école.
Et puis j'ai réussi à partir, parce que c'est difficile de partir une fois qu'on est installé là-dedans, en me disant non mais en fait en vrai je veux écrire, je veux réaliser. Bon bref, donc je me suis lancé court métrage moins que Will. Du coup j'avais pris un peu de retard, et j'ai surtout eu la chance d'être, comme j'écrivais beaucoup, c'est un peu plus ma fibre l'écriture, d'être mis sur le film L'Ascension, qui s'appelait à l'époque Un tocard sur le toit du monde, qui se trouvait être produit par une fille que j'avais rencontrée en master, qui avait dépensé tout son argent dans les droits du livre, qui en avait pu pour payer un scénariste digne de ce nom. Donc me voilà. J'étais jeune scénariste comme vous, j'avais vendu une fois un scénario d'un film qui s'était pas fait, mais elle m'a fait confiance, on s'est tous fait confiance. L'Ascension, c'est un premier film pour tout le monde, y compris pour Ahmed, c'est comme ça qu'on s'est connus évidemment, et ça a été le starter de la carrière scénariste. Mais la carrière réelle, on était au même point que Wilfried, c'est vrai, vers les années 2016-17. On avait chacun un scénario de long métrage qu'on essayait de développer. Et finalement, on s'est réunis sur un projet qui n'était aucun des films qu'on faisait chacun de notre côté, mais un autre projet sur lequel j'avais été embauché au départ que comme scénariste et qu'on a finalement réalisé ensemble. Voilà à peu près le parcours. Et du coup, donc maintenant vous êtes ce qu'on appelle un duo, même si vous avez aussi des projets séparés. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes un duo? En quoi vous vous complétez? En quoi vous distinguez? Comment vous travaillez ensemble? Comment ça s'est créé? Alors déjà, c'est un duo qui est même un trio, parce qu'en fait, on écrit toujours avec un... Parce que je suis schizophrène. Parce que je suis schizophrène. Non, mais parce qu'il y a un troisième partenaire qui est très important, et comme on parle de scénario là, c'est notre compare Jean-Paul Battani, parce que les deux films qu'on a fait déjà en long métrage sont des longs qu'on a écrits avec Jean-Paul. Et après, pour répondre à la question qui est comment est-ce qu'on se complète, c'est parce que il y a un moment donné sur nos parcours, on était à un moment où Olivier avait fait aussi des courts-métrages et des documentaires, mais il avait plus un parcours de scénariste, alors que moi j'avais fait plus de choses en réalisation et en scénario. J'avais écrit mes cours, mais en long, j'en avais vendu un producteur, mais pas plus. Et je pense qu'en gros, ce qu'on dit souvent avec Olivier, c'est qu'Olivier, c'est un scénariste qui réalise, et moi je suis un réalisateur qui scénarise. Bon, ça veut pas dire... Mais c'est vrai que notre force au départ, c'est, je dirais que Olivier est plus scénariste, moi je suis plus réal, mais quand on travaille ensemble, par contre, on met tout en commun. Et c'est vrai que sur les deux films-là qu'on a co-réalisés, qu'on a écrits à trois, il y avait des compétences de chacun qui étaient à des moments du film différentes. C'est sûr que sur le scénario, Olivier est beaucoup plus technique et a beaucoup plus de facilité que moi, alors que sur la mise en scène, c'est plus l'inverse. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, sur tous les projets qu'on a, on continue d'écrire ensemble. Et il y a des projets peut-être qu'on va refaire ensemble à la Web Réal, où on a aussi des projets qu'on va faire seuls en tant que Web Réal, parce qu'on est capable tous les deux de faire un film tout seul. Par contre, on s'est rendu compte, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça, c'est que je pense qu'on ne serait pas arrivé chacun à faire des films si on ne s'était pas associé. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas décidé ensemble de se dire allez, on y va, on co-réalise, je pense qu'aucun de nous deux n'aurait fait un premier long de cinéma. Enfin, voilà, j'en suis persuadé. Enfin, je sais pas, Olivier, ce que tu en penses. Mais... Oui, non, c'est ça. Et effectivement, Jean-Paul Battani est un pilier important de cette chaîne, parce que il a une très longue expérience. Jean-Paul, il a 65 ans, un truc comme ça. Enfin, il est hors taxe. Hors taxe. Il a une très très longue expérience de l'écriture. Il a le mérite de ne pas vouloir du tout toucher à la réalisation. Il laisse ça à ceux qui aiment ça, comme il dit lui-même. Et on s'appuie beaucoup sur lui. Le fait d'être trois, alors ça paraît bizarre, je sais qu'il y a une partie de l'intervention qui va porter sur comment on fait pour écrire à plusieurs. On sera ravis de répondre de notre expérience à cette question. Mais nous, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet de développer plusieurs projets en même temps. Et pour obtenir ça, il faut en développer plein. Là, on voit, même en ayant fait ces deux films, on en a 5 ou 6 en développement. On a de certitude sur aucun. Et pourtant, on a déjà fait cela. Mais on sait quand même qu'on multiplie les chances d'aller au bout quand on en fait plein. Et on en fait plein parce qu'on est trois. Et donc, le projet circule de l'un à l'autre. Et ça marche assez bien comme ça. Et aussi,
c'est tellement dur de faire un premier film, il y a tellement de personnes à convaincre, que ce soit les producteurs, que ce soit les financiers, que pour le coup, d'être deux, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force pour les premiers rendez-vous, pour les premiers rendez-vous chez les financiers, pour les moments de doute, pour les moments aussi de joie. C'est toujours mieux d'être deux que d'être tout seul à boire. Et donc pour le moment de doute aussi, on boit. Moment de doute aussi, on boit, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais en gros, c'est vraiment ça, je pense, qui nous a aidés tous les deux à affronter, en gros, le marché et la fabrication des premiers films, qui est toujours très difficile. Parce qu'en gros, l'idée sur les premiers films, c'est d'arriver à convaincre des gens qui se disent, mais est-ce qu'ils sont capables de faire un film, même s'ils ont fait des cours, même si on se dit que pourquoi pas, est-ce qu'on va leur confier autant d'argent et des machines aussi grosses ou pas. Et en fait, je pense que le fait qu'on soit deux les rassure aussi, parce qu'ils se disent, bon, s'il y en a un qui gagne, il y a toujours l'autre. Et voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est cynique, mais c'est vrai. C'est bien, ça enchaîne sur notre déroulé, c'est parfait. Quel talent. Et du coup, comment vous avez réussi à décrocher votre premier contrat ? Tu disais que c'était important d'arriver à 2 ou à 3. Comment, c'était quoi le déclencheur qui a fait que vous avez réussi justement à passer ce cap du premier long métrage qui non seulement se vend, mais se fait ? Ça tient à quoi selon vous ? Est-ce que c'est très méthodique ? On a appelé telle boîte, on a pris 30 rendez-vous, ou alors quelqu'un avait un réseau dont il nous a fait profiter, ou alors une circonstance. Selon vous, c'est quoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est, tu me corriges, je dis, c'est avant, on avait déjà signé, nous, des longs métrages qui étaient des idées à nous, qui étaient des idées originales à nous. Et ces longs métrages n'ont pas vu le jour encore et peut-être ne verront jamais le jour. Et en gros, ces films-là se sont faits aussi, je pense, parce que c'est ce qu'on appelle des films de commande. C'est-à-dire que ce n'est pas des idées à nous. Ça, Jumeaux, notre premier long, c'est une idée de producteur. C'est les producteurs qui sont venus voir Olivier dans un premier temps pour qu'il scénarise avec Jean-Paul le film. Donc ils n'avaient pas du tout envisagé le fait que Olivier et puis ensuite moi puisse le réaliser. Et c'est quand ils se sont retrouvés avec plusieurs refus de Avréal, en gros, en vrai, enfin pas non plus, ils n'ont pas fait tout Paris non plus, mais en tout cas, c'est sûr. Voilà, en tout cas, que pour le coup, ils se sont dit, enfin nous on s'est vendus surtout, pourquoi pas eux. Mais je pense que vraiment, ce qui fait la différence, c'est quand c'est les producteurs ou quand c'est les gens qui vont vous financer, qui viennent avec une idée en se disant, tiens, eux, ils pourraient faire ça, l'idée a beaucoup plus de chances d'aller au bout que quand c'est des idées perso, surtout sur les premiers films. Surtout dans un domaine commercial comme celui-là. Je pense que dans le cinéma d'auteur, c'est encore différent. Mais quand on veut rentrer dans des films, entre guillemets, mainstream, je pense que sur les premiers films, c'est souvent ce cas-là. Et comment ils arrivent à vous, du coup ? Mais après, je pense que ta question était pas mal sur le premier contrat de scénariste, avant même... Et parce que c'est vrai que le fait d'avoir signé un premier contrat sur des films, même qui ne se sont pas faits, malgré tout, ça encourage. Ça permet de montrer comment on écrit, ce qu'on sait faire. Et ça, moi, je dirais quand même que c'est essentiellement du réseau accumulé au fil du temps. Alors, on a un truc en commun qui n'est pas si fréquent dans la profession, c'est qu'on n'a personne de notre famille qui était déjà là-dedans avant. On est le fils, le cousin de personne. Donc ça, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est plus long, quoi, du coup. Mais disons comment on peut se dire, on n'a pas, voilà. Donc ça a pris le temps que ça devait prendre, mais pour le coup, moi, typiquement l'ascension, je vous ai raconté, c'est vraiment cette rencontre en master avec une jeune productrice. Elle savait que j'écrivais et elle a fait le test. C'était l'adaptation d'un livre. J'ai rencontré l'auteur du livre, c'est lui qui décidait. Ça s'est bien passé. On a démarré et c'est parti comme ça. Et ensuite, j'ai fini l'écriture avec le réalisateur, Ludovic Bernard. Mais avant ça, j'avais déjà écrit un long avec un copain de longue date qui faisait du stand-up, qui lui écrivait beaucoup toujours d'ailleurs pour les humoristes type Kev Adams et compagnie. Et lui, pour le coup, il était très bon en punchline, mais pas du tout en structure. Donc on avait écrit un truc ensemble. On avait réussi à convaincre un producteur d'y aller. Ça s'est cassé la gueule, ça s'est jamais fait. Enfin, le premier contrat, vraiment, moi, la première fois que j'ai été payé pour écrire, c'était ça. Et derrière, il y a eu l'ascension. Et ensuite, les choses... évidemment, l'ascension, après, ça aide à obtenir, à faire enchaîner, on va dire. Mais quand je regarde, entre l'ascension et Jumeaux, mais pas trop,
Il s'est passé quand même un certain nombre d'années. L'Ascension est un film qui a très bien marché et je trouve que j'aurais dû transformer l'essai plus rapidement et j'ai travaillé sur plein de trucs qui ne se sont pas faits. Vraiment plein de trucs. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, on est payé quand même. C'est vrai que je suis devenu du jour au lendemain scénariste et je vivais de l'écriture. Mais c'est frustrant. Je pensais assez rapidement. Alors, soit j'ai fait des mauvais choix, soit je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas non plus. En fait, et on le voit bien aujourd'hui, même si c'est plutôt cool pour nous, ça se passe pas trop mal, mais c'est une course de fond ce métier. On n'a jamais la ligne d'arrivée, il y en a pas. La ligne d'arrivée, c'est quand on arrête, quoi. Mais faut perpétuellement remettre du fuel et se remettre en question et essayer de faire les bons choix, mais personne ne sait à l'avance quel va être le bon choix. Est-ce que maintenant vous arrivez à faire vos propres projets? Oui, en tout cas, on a signé des projets perso, donc ça, c'était pas le cas. Et même, ça a été plus après le second film qu'après le premier. Il y a quand même ce truc de faut faire le premier, après il faut faire le second, il y en a moins qui font de second, et après, je pense à partir du 3, 4e film, là on peut dire qu'on est installé, parce que si vous comptez le nombre de réalisateurs qui font des premiers longs, puis ensuite qui font un deuxième, puis ensuite qui font troisième, quatrième, plus on avance et plus ça diminue. Et c'est vrai que maintenant, ça a été plus simple pour nous de vendre des projets perso. Après, je vous dirais, est-ce que ces projets-là vont aller au bout avant les projets qu'on nous a proposés aussi, qui sont des projets de producteurs. On vous dira quand ils seront faits, mais clairement, vraiment, moi, je reviens à ça. Tu vois, même l'Ascension, c'était un projet de producteur. Donc, en fait, souvent, quand même, avant d'arriver à avoir cette confiance que vous pouvez faire ce que vous voulez, le chemin, il est très long, et même après 1, 2, 3 films. Est-ce que vous n'écrivez que de la comédie ou d'autres genres? Non, on ne fait pas que de la comédie. D'ailleurs, dans les différents projets qu'on a, on a un thriller que Olivier va réaliser. On a aussi un film un petit peu plus sur le débarquement, qui est un film un peu dramatique, etc. Non, on n'a pas que des comédies, mais on a quand même 80% de comédie, parce que forcément aussi on vous met dans des cases, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le métier par un genre, on va vous en proposer, enfin voilà, on sait que vous savez faire ça, et après quasiment faire un autre genre, c'est quasiment comme, enfin, c'est pas comme si vous recommenciez à web zéro, mais pratiquement, c'est-à-dire, et même c'est même encore des fois plus dur, parce qu'ils disent non mais tu sais faire de la comédie, va pas faire du drame, il y en a d'autres qui le font très bien, reste là-dedans. Donc vas-y, pardon. Non, c'est exactement ça. Et de toute façon, en vrai, qui dit commande dit plutôt comédie. On commande rarement un film d'auteur. Par essence, il y a un truc un peu antinomique, c'est-à-dire le cinéma. Nous, on est dans un cinéma, là clairement dans un cinéma très commercial. On essaye sur d'autres projets d'être un peu plus ambitieux, exigeant et tout, mais on est obligé de montrer patte blanche en passant par ce genre de film. Enfin, en tout cas, c'est aussi une stratégie. Et forcément, les producteurs aujourd'hui, ils essayent plutôt de monter des comédies parce que c'est ce qu'il y a de moins dur à monter. Bizarrement, ça marche quand même. Il y en a plein qui se plantent, hein, ils le voient bien, tout le monde le sait. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on va être sollicité. Puis comme dit Will, effectivement, quand vous avez plus ou moins réussi une fois, on a tendance à on vole au secours de la victoire, qu'on a tendance à vous refaire confiance. Après, c'est vrai que s'imposer du coup dans un nouveau genre, là je le vis en ce moment avec un thriller qui est adapté d'un roman. Notre équipe, on l'a écrit, on a commencé l'écriture ensemble, et pour le coup celui-là c'est moi qui le porte à la réal parce qu'on s'est un peu partagé des projets. Forcément, je dois répondre à des partenaires sur mais alors comment on passe de ça à un thriller psychologique. Pourquoi pas en fait, et voilà, donc je dois un peu me montrer patte blanche. Mais il y a toujours en France, les cases ça va très vite, donc il faut assez vite montrer qu'on peut quand même faire d'autres choses. Après, quand on a que ce problème-là, c'est pas très grave, je dirais. Et du coup, donc, vous partez sur des projets réalisés chacun de votre côté, mais vous continuez toujours à écrire ensemble. Est-ce que, d'après vous, il faut nécessairement être plusieurs pour écrire un film ou une comédie De la comédie, je pense que c'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup. Sur d'autres genres, j'ai moins l'expérience, donc je peux pas vraiment répondre à ça. Mais je pense qu'en comédie, alors ça dépend des moments en fait de l'écriture. Je pense qu'on a beaucoup besoin de parler au début, échanger pour voir qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi. Enfin, ça c'est un peu pour n'importe quel web scénario, mais je pense qu'en comédie encore plus. Après, je pense qu'il y a besoin quand même qu'il y en ait un sur le groupe
qui prennent le stylo pour faire le premier jet de ce qu'on s'est raconté. Et après, on va tous repasser séparément sur le projet. Et le moment où on se retrouve ensemble, une fois qu'on a une version qui est bien aboutie, qu'on va se relire les scènes et qu'on va trouver des punchs en plus, où on va pousser les scènes un petit peu plus loin, je pense que ça, ce ping-pong-là, on ne peut le faire que si on est 2, 3, enfin un minimum 2, quoi. Tout seul, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, il y a un truc en comédie, c'est que quand on est 3, si les 3 rient, voilà, si on a qu'un qui rit, bon, voilà, 2, ça passe encore, mais il se peut qu'à la version d'après, ça saute, quoi. Et ça, vraiment, vraiment, ça aide. Ouais, et ça permet de prendre du recul en fait. Alors après, ça nécessite de savoir travailler à plusieurs et de pas avoir trop d'ego parce que bon, nous, on se connaît vachement bien maintenant. On arrive à se foutre de la gueule les uns des autres quand un truc est très mauvais. Enfin, mais bon, on le dit jamais méchamment et ça passe. Mais c'est vrai, parfois on a la tête dans notre truc et celui qui va lire ensuite a du recul, a une fraîcheur et c'est toujours. Enfin, nous, on y gagne énormément. Puis en effet, à un moment donné, on fait cette petite session où on se relit tout avec un petit vidéo proche. Et par ailleurs, c'est très agréable d'écrire à plusieurs. Alors la contrepartie, elle est financière, c'est qu'on se partage une enveloppe, parce que les producteurs, c'est pas leur problème, qu'on soit 2, 3 ou 12, ils ont une enveloppe dédiée à l'écriture qu'on négocie, mais qui sera toujours la même. Mais ça, honnêtement, encore une fois, c'est compensé par le fait qu'on en fait plusieurs, et que du coup, on est beaucoup plus efficace, en fait. On passe pas 3 ans Enfin, on passe pas 3 ans. Ça peut mettre 3 ans à aboutir, mais nous, on passe pas 3 ans sur un script, quoi. C'est ça le truc. Ça nous permet d'être sur plusieurs projets en même temps et puis de s'aérer aussi, beaucoup. Parce que le problème, quand on écrit seul, souvent, on ne peut pas se lancer sur plusieurs projets en même temps. Et quand on bute sur un scénario, on a tendance un peu à déprimer, etc. Alors que là, nous, cette manière de procéder nous permet vraiment d'avoir toujours un regard neuf sur le projet parce qu'on se le passe. Et pendant qu'un autre est en train de travailler sur un projet, nous, on travaille sur un nouveau ou alors sur un précédent sur lequel la personne d'avant était passée, ce qui fait qu'on est toujours en fait avec un regard neuf sur chaque script et ça je pense que c'est hyper important en écriture, c'est de jamais se lasser et c'est très dur parce qu'en fait il y a des moments où des choses qui vous faisaient rire au bout de 10 versions, 15 versions, elles vous font plus rire alors qu'en fait elles marchent toujours, c'est juste il faut retrouver en fait cette énergie de se dire non c'est bien, etc. Et ça quand on est seul c'est dur de se convaincre. Quand on est avec les autres, on dit non, mais attends, regarde, ça faisait quand même. Attends, c'est quand même. Et on se le rejoue et ça repasse. Et ça, vraiment, c'est aussi pour ça que l'écriture à plusieurs, aussi pour ce petit côté un peu dépressif, ça aide. Et là, tout le monde a compris de quoi tu voulais parler. T'as vu ? Et je veux bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière dans la méthode, parce que du coup, vous êtes 3. Donc, j'imagine que vous avez des idées qui viennent un peu de partout. À quel moment vous décidez que vous allez lancer, que vous allez aller au bout de cette idée, disons. À quel moment vous allez lancer le film ou à quel moment vous allez débrancher le film ? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Alors, on se pose plusieurs questions. C'est l'idée, est-ce qu'elle est bien ? Et est-ce qu'elle nous plaît ? Est-ce qu'on se dit qu'on va pouvoir la tenir pendant longtemps ? Est-ce qu'à la fin du premier acte, en fait, tout va pas être mort ? Et puis aussi, la première chose qu'on se pose maintenant et qui est très important quand on essaie de faire du cinéma commercial, qui pour moi n'est pas un mauvais mot, c'est se dire à qui s'adresse cette histoire. Qui peut être touché par ça ? Alors vous allez me dire, des fois il y a des films où on s'attend pas, mais quand même, c'est-à-dire quel est le public visé ? Comment est-ce qu'on va écrire ça ? Est-ce qu'on écrit ce film pour la famille ? Est-ce qu'on écrit ce film pour les enfants ? Est-ce qu'on écrit ce film pour des CSP+, et qu'est-ce qui nous touche aussi, nous, dans cette histoire ? Et qu'est-ce qu'on va mettre, nous, de personnel dans cette histoire pour pouvoir se dire putain, on va passer 3 ans avec ce film, quoi. Que ce soit le scénario, que ce soit ensuite le défendre auprès des financiers, le défendre auprès des comédiens avant, et puis après le vendre, parce que il y a quand même toute une partie de notre métier aussi où après il y a toute la promotion où il faut être à l'aise avec les questions qu'on va vous poser sur les sujets que vous allez traiter dans votre film. Donc tout ça quand même, en fait c'est l'expérience d'en avoir fait qui nous permet de nous dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-ce que quand on arrivera au bout de ce projet, si on arrive au bout, est-ce que vraiment on est prêt à donner 4 ans de notre vie pour ça ? Et donc il y a beaucoup de projets qui meurent très vite, hein, au bout de 5 minutes. Et puis d'autres, on se dit ouais, non, pourquoi pas. Et puis des fois, des trucs où on se dit tiens, non, pas maintenant. Et puis après, quand
on a beaucoup de tiroirs en fait, de trucs où on s'est dit tiens, là il y avait un point de départ, mais on n'a pas réussi à le développer. Et peut-être un an plus tard, on va se dire tiens, tu te rappelles de ça et voilà. Mais ça, c'est une discussion en fait qui ne s'arrête pas entre nous. Donc on se voit régulièrement, on déjeune ensemble ou on se fait des visios, etc. Et en fait, c'est une discussion tout ça. Et il faut jamais la couper. Ouais, et alors encore une fois, vraiment, je pensais pas moi au début quand j'ai commencé, mais il y a vraiment beaucoup de cas, une grande majorité de cas où l'idée vient pas de nous. Soit on reprend un scénario existant qui était dans le mur. Par exemple, les producteurs de Et plus si affinité nous ont tout de suite rebranché sur un truc qu'ils avaient développé 5 ans avant, qui était un peu en mort cérébrale. On s'est rebranché dessus. En l'occurrence, il est en mort cérébrale, je crois qu'on peut le dire. Mais bon, on a passé du temps dessus. En fait, tout d'un coup, les gens, il y a ce truc de ah tiens, eux, ils savent ça. Alors, c'est un peu casse-gueule parce que tant qu'on en est là, les gens savent qu'ils peuvent nous proposer un peu plein de trucs. Donc parfois, on sent qu'on nous propose des choses un peu réchauffées. Mais on prend parce qu'on tente. Si c'est pas trop nul, on se dit tiens, quand même, on a besoin de bouffer. Puis c'est des challenges. Mais c'est pas si fréquent qu'une idée vienne de nous from scratch, vraiment totalement, et que nous, on aille solliciter un producteur sur une idée. Là, d'abord, il y a aussi un truc, c'est qu'on a beaucoup enchaîné. Donc on n'a pas eu beaucoup le temps de se poser vraiment pour des idées à nous. Et on a beaucoup effectivement mis des choses de côté, on verra plus tard, parce qu'il y a une réalité aussi de temps disponible, etc. Mais là, on est un peu dans une phase où on se dit, tiens, il faut qu'on ait un coup d'avance, parce qu'il faut toujours qu'on ait un coup d'avance. Parce que si jamais on part en tournage, quand on sort de tournage, c'est assez dur. Souvent, il faut relancer la machine. Alors, donc, il faut essayer de lancer des cannes à pêche un peu avant sur des trucs. Donc là, on est un peu actuellement en train de se dire, tiens, telle idée qu'on a vue, est-ce qu'on solliciterait pas telle prod ou telle prod en fonction de ceux avec lesquels on a déjà travaillé. Mais c'est effectivement assez souvent dans l'autre sens, quoi. C'est plutôt le producteur qui vient. Et du coup, c'est vous qui débranchez ou c'est le producteur qui débranche? C'est la réalité qui débranche. Ouais. Après, les producteurs, selon l'argent qu'ils y ont investi, ils ont plus de mal à débrancher. Donc, Ouais, mais comme vous disiez que vous aviez des projets qui étaient en mort cérébrale. non, mais les projets, ils sont jamais totalement morts. Ils sont dans des tiroirs et puis un jour, ils peuvent Ouais, sortir. c'est ça. Mais par contre, ce qui est très important, c'est une phrase de Bernard, d'ailleurs, que moi j'ai retenu. C'est son producteur attitré avec qui il bosse beaucoup, Philippe Godot, qui lui a dit ça. Et c'est important, je pense, dans notre métier, de savoir semer quand on récolte. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand on est en train de faire un film et ou que le film est fini, il faut avoir déjà planté des graines avant pour préparer le prochain. Il ne faut pas attendre en fait, de voir si un film va marcher ou pas pour savoir ce qu'on va faire après. Donc il faut toujours avoir plusieurs coups d'avance. Et nous, alors on a eu la chance après, alors qu'on était même en montage de jumeaux, qu'on nous propose et plus. Mais sinon, peut-être qu'on aurait attendu en fait de voir ce que va donner Jumeaux avant de savoir ce qu'on va faire. Et quand vous faites ça, en fait, vous pouvez perdre 1 an et demi, 2 ans, parce que le processus d'écriture, il est quasiment toujours le même. Donc, si vous attendez 1 an avant de vous mettre à écrire, il faudra encore 1 an minimum pour avoir une version de scénario crédible qui puisse être lue par des comédiens et par des financiers. Donc, voilà, tout ça fait que à la fin, vous pouvez mettre 4 ans entre chaque film. Alors que si vous avez plein de projets développés en parallèle, le temps peut se réduire entre chaque projet. Mais pour répondre à ta question, typiquement, ce qui débranche, c'est l'incapacité à financer. On avait, juste après Jumeaux mais pas trop, on avait un autre film, Blind Date, qu'on trouve... En plus, c'est très étrange, parce que franchement, c'est un des meilleurs scénarios qu'on ait écrit. Nous, on le trouve... C'est un remake d'un film allemand, en plus. Donc, pour le coup, on n'a pas le mérite de l'idée, ni quoi que ce soit. C'était vraiment un remake, mais on le trouvait super chouette. Et le producteur, qui était notre producteur, n'a pas réussi à le financer. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas réussi, c'est pas une critique, c'est le fait est que de toute façon il y a beaucoup plus de films qui se financent pas à l'arrivée que de films qui se financent évidemment. Mais et on a eu la chance d'avoir Et plus si affinité qui nous avait été proposé par un autre producteur qui avait vu Jumeaux mais pas trop à l'Alpe d'Huez et qui avait acheté les droits du film espagnol Sentimental d'où il remakeait Et plus si affinité. Mais typiquement c'est plutôt le stade du financement qui échoue qui signe la fin d'un projet. À l'écriture, le producteur il va essayer d'aller jusqu'au bout. Il va essayer d'aller le plus loin possible.
Et c'est juste la question qui se pose, c'est à quel moment je le présente au marché, à quel moment je le fais lire à des agents, des comédiens, à quel moment on sort du bois en fait. Et puis ce qui est très dur, c'est que de plus en plus, souvent, vous pouvez passer des... Parce que c'est le cas de Blind Date, par exemple, c'est vous passez beaucoup de temps sur un projet, et puis en fait, il y a un autre projet qui correspond exactement en fait, à votre scénario, à ce que vous avez fait, qui est arrivé en même temps que vous sur le marché, qui a pris l'espace, et donc après, les financiers vont pas aller sur deux films qui se ressemblent en même temps, au même moment. Donc il faut savoir, en fait, aussi, Blind Date, ça veut pas dire qu'il est complètement mort, mais sur ce moment-là, il peut pas vivre avec un autre film qui est quasiment le même. Mais peut-être que dans 3-4 ans, une fois que ce film-là sera sorti, etc., il aura de la chance sur le marché. Mais tout ça, c'est vraiment clairement, alors on parle beaucoup de marché, etc., mais c'est clairement un moment, un instant et un alignement de planètes. Des fois, les planètes vont s'aligner et tout va être cool. Et puis des fois, c'est pas le moment pour le projet, là. Mais ça veut pas dire que dans 3 ans, ce sera pas le moment de le ressortir. Et voilà. Et du coup, pardon, vous êtes capable d'évaluer le nombre de scénarios sur lesquels vous travaillez en même temps. Là, par exemple, en ce moment, vous êtes sur combien de projets en même temps? Moi, je suis sur... C'est inquiétant ce silence, non? Ça fait pas très sérieux. Oui, parce qu'on a des projets aussi qui sont pas forcément... Voilà. Ouais. Après, moi, je suis sur 9. Mais Olive, ouais, je l'ai fait parce que moi, je l'ai les projets en cours et je note où est-ce qu'ils en sont. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un tableur Excel des échéances que je peux potentiellement espérer toucher avec des lignes que j'arrête pas de décaler. Donc ça, c'est pas en juin, d'accord. Espérons que ce soit en juillet. Ouais, ça doit être une dizaine aussi. Ouais, mais à des stades complètement différents. Il faut bien comprendre que quand on dit ça, vous n'imaginez pas qu'on soit sur 10 projets Final Draft tous les jours. Non, pas du tout. Il y en a qui sont terminés et sur lesquels on attend, où on est vraiment sur du polish et on ne fait qu'attendre des retours de ceci, de cela, de je sais pas quoi. Il y en a qui sont très embryonnaires. En fait, il y a énormément de temps mort. Il y a beaucoup d'inertie. On envoie un truc, il va se passer, alors il y a des producteurs réactifs, enfin globalement, il va se passer 3 semaines avant de convenir d'une date de rendez-vous qui sera dans 1 ou 2 semaines. On va faire le rendez-vous, on va se remettre à écrire. Bref, donc quelque part, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à mais ça, c'est juste un cercle vertueux, d'arriver à en signer plusieurs simultanément. Ça, c'est lié, c'est vraiment la possibilité de la confiance des producteurs au fil du temps qui s'accumulent. Mais les gérer tous en même temps, à 3 en tout cas, n'est pas très compliqué. Et puis aussi, il faut faire très attention de ne pas se cannibaliser aussi, parce que les projets peuvent arriver ensemble sur le marché et on a accès au même guichet. Donc à un moment donné, il faut aussi parler avec les producteurs pour pas parce que si vous envoyez 3 films chez TF1 et qui disent mais lequel, c'est le même réel, lequel ils vont faire quoi, parce qu'ils veulent faire celui-là ou celui-là. Donc ça, voilà, il faut gérer aussi le tempo de ça, parce que pour le coup, sinon, vous auto-tuez quoi. Maintenant, on va aller plus dans la comédie. On va essayer d'aller parler précisément de ce genre-là. Quand on s'est vu en Zoom, à un moment donné, je crois que c'est toi qui as dit que l'humour, c'est compliqué, on ne peut pas faire rire tout le monde, etc. Est-ce que, du coup, ça peut être à la fois une niche, c'est-à-dire que ça va être de l'humour, un certain humour qui fait une certaine partie de la population, et puis comment on fait pour que cet humour soit universel? Déjà, je pense que l'humour peut pas être universel. D'ailleurs, les films de comédie, on marche souvent sur le domestique, ce qu'on appelle le domestique, c'est-à-dire sur le marché du pays dans lequel et dans la langue dans laquelle ils ont été faites, mais ont beaucoup de mal à s'exporter parce qu'il y a aussi des références culturelles, des références sociologiques qui peuvent marcher en France et qui marchent pas à l'autre bout du monde. Il y a beaucoup de remakes en comédie. Voilà. Typiquement, Sentimental, en France, n'a rien foutu. La version française a mieux marché que la version espagnole et ainsi de suite. On refait le film au goût et à l'humour du public. On voit beaucoup ça dans les séries aussi. Ouais, entre l'Angleterre et les États-Unis, ils refont. On voit ça souvent. Et puis la comédie, tout le monde ne va pas rire de la même chose, tout le monde ne va pas être touché par le même type d'humour. Ça, je pense qu'il faut pas essayer. En fait, je sais pas, hein, c'est très prétentieux de dire ça, mais il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Il faut essayer de faire un truc qui nous ressemble.
Et puis de se dire, si ça nous fait marrer, déjà, il y a des chances que ça fasse marrer un peu d'autres gens. Mais en gros, je pense pas. Enfin, je suis quasiment persuadé que les scénaristes de webcomédie se disent pas, tiens, je vais écrire ça et là ça va marcher, etc. Et même quand on en parle avec d'autres scénaristes beaucoup plus, ou même des réalisateurs beaucoup plus chevronnés que nous, que ce soit avec Bernard ou même quand on en a parlé avec Junio, eux-mêmes quand ils écrivaient des vannes, ils se rendaient compte que en fait c'était une autre auquel ils n'avaient pas pensé, qui faisait plus rire que celle qui, eux, les faisait marrer. Donc, en fait, je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Il faut essayer que ça marche, qu'il y ait une mayonnaise, que ça nous fasse rire déjà quand on fabrique le film et même quand on l'écrit. Mais se dire absolument, ah, ça a fait rire, ça. Franchement, c'est pas une science exacte. Est-ce qu'il faut être drôle pour écrire des comédies? Quelle qualité il faut avoir? On est la preuve vivante que non. Clairement, sinon, non, j'ai l'impression quand même un peu, parce qu'il faut une tournure d'esprit. J'ai du mal à. Mais bon, c'est vrai que Will me faisait me citer des noms de réels, et comme on est filmé, on les citera pas, qui sont pas forcément drôles et qui font des comédies, c'est vrai. Moi, j'ai quand même l'impression que pour écrire de la comédie, il faut un minimum. Alors, peut-être pas forcément être hilarant à longueur de journée, mais il faut une tournure d'esprit quand même, je pense. En fait, le problème de la comédie, c'est que c'est le genre le plus accessible quand vous êtes jeune scénariste, parce que c'est là où vous trouverez le plus de boulot. Et on a tendance à se dire, compte tenu des films qui sortent, que c'est pas ce qu'il y a de plus dur à écrire. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Mais en vrai de vrai, c'est compliqué parce que c'est un des seuls genres où on fait une promesse au public. On lui dit, viens, tu vas te marrer. S'il ne se marre pas, la promesse, elle n'est pas tenue. Et donc le film est raté, quel que soit le film. Dans tous les autres genres, hormis l'horreur, il y a 2-3 exceptions, mais globalement, il n'y a pas ce type de promesse. Là, il y a une vraie promesse qui est faite. Le cinéma, ça coûte très cher en plus. Donc, le public est en vérité assez exigeant, ce qui fait que ça oblige, en fait. Ça oblige quand même, ça oblige à se remettre vraiment en question tout le temps. Donc, pour ça, pour essayer d'être drôle quand on va écrire, il faut quand même essayer au quotidien de tester un peu des trucs, des tournures, des machins, même sans s'en rendre compte. Hein. On vit pas dans un laboratoire, mais faut écouter ce qui se passe dans les cafés. Moi, j'écris beaucoup dans les trains aussi. Le nombre de dialogues que j'ai piqués à la vraie vie, je veux dire forcément. Mais parce qu'ils m'ont fait rire. Une autre personne, ça n'aurait pas forcément fait rire une autre personne. Donc, il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Je pense quand même, si, un peu. Il faut aimer observer les gens. Il faut aimer les gens. Enfin, je pense. Hein. Faut aimer la dérision. Il faut aimer la dérision. Voilà. Enfin, je pense. Enfin, voilà, c'est des trucs. Après. Moi, je les teste beaucoup sur mes filles. Là, vraiment, en ce moment, c'est mon truc. C'est-à-dire que voilà, je leur raconte des scènes. Elles ont 8 et 11 ans. Et c'est bien le problème. Et là, c'est bien le problème, c'est-à-dire que non, mais alors, il y a des scènes, par exemple, et je l'aurais pas, voilà. C'est pas des blagues que j'ai testées, voilà. Mais clairement, quand vous écrivez des films pour la famille ou pour les enfants, je leur raconte des scènes. Alors des fois, même elles trouvent des idées, mais surtout. Des fois, elles me disent non, mais c'est pas drôle. Ou alors, c'est des trucs qu'on a déjà vus, etc. Et franchement, c'est très humiliant. Mais surtout quand nous, on s'est raconté que c'était bien. Partager aussi ces scènes avec les gens qui nous entourent, c'est pas mal aussi pour tester la comédie, voir si ça marche, voir si ça si ça peut faire rire. Et puis, je pense, oui, il y a un petit côté. C'est sûr que c'est Laurent Turner qui me racontait ça. Quelqu'un qui sait raconter des blagues en société, qui sait vous raconter une histoire drôle, souvent il sait écrire des scénarios de comédie. Parce qu'en fait, il sait comment amener, comment la rythmique, comment la césure tombe. Et donc, si vous avez des gens dans vos entourages qui savent bien raconter les blagues, ils peuvent savoir bien écrire des scénarios de comédie. Après, il y a au moins des scènes. Après, il y a quand même, on s'est rendu compte aussi avec le temps, l'exemple du copain avec lequel j'ai écrit un premier scénar et qu'on a vendu mais le film ne s'est pas fait. C'est typiquement, alors lui il a beaucoup progressé entre temps, mais c'était un mec, c'est une star de la punchline, il est vraiment très très fort, vraiment en stand-up, en one man. On bosse avec lui par ailleurs, Édouard Pluvieux, que je salue. À l'époque, en revanche, il y a un truc qu'il ne savait pas faire, c'était structurer une dramaturgie en fait. Avec un début, un milieu, une fin, des trajectoires de personnages.
Enfin, c'est pas qu'il savait pas foncièrement faire, mais il s'en foutait un peu. Parce qu'il était dans l'efficacité de la vanne et du moment. Quand on écrit du sketch, on est dans des temps courts et on est dans l'efficacité tout le temps. Et on n'est pas forcément dans ce souci-là. Résultat, il y a un truc qui faisait un peu pchit, éventuellement, parce que ça manquait de fond. Pour citer, comment il s'appelle ce bon vieux John Truby, une comédie, c'est un fil dramatique sur lequel on suspend des situations décalées, drôles, des vannes, tout ce qu'on veut. Mais si ça marche, mais si le fil dramatique ne tient pas la route, si ce même film ne pourrait pas être traité en drame, il y a un problème probablement. On est probablement dans quelque chose d'un peu vide, un peu creux. Et c'est assez vrai. Alors, bon, c'est une fois qu'on a dit ça, mais on se pose toujours ces questions-là quand même. Au-delà de est-ce que c'est drôle, est-ce qu'il y a du sens, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'on va s'attacher à ces personnages, et ou même dit autrement, et on se le dit souvent, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vraiment quelqu'un va en avoir quoi que ce soit à foutre? Ça, c'est une vraie question. Je rebondis sur ce que tu disais avec ton collègue qui du coup était le roi de la punchline. D'ailleurs, souvent l'humour, les films de comédie tiennent beaucoup au jeu des acteurs et des actrices ou justement à ces vannes dont on va se rappeler et qui vont marquer le film. Du coup, comment on retranscrit, quand on n'est pas le comédien, mais comment on retranscrit ça, ce rythme-là, à l'écrit dès le départ? Comment on fait pour pouvoir lire ça dès l'étape scénario? Déjà, faut qu'à la lecture, ça nous fasse rire, qu'on voit à peu près les césures, etc. Mais aussi, nous, on passe par des étapes où on travaille avec les comédiens. C'est-à-dire où on refait des lectures, où on affine des choses, où on peut en couper, où on Ils peut en arrivent rajouter. vite dans le processus? Non, ils arrivent souvent un peu tard, mais on aimerait qu'ils arrivent le plus tôt possible. Mais après, c'est des questions de disponibilité et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne vanne, faut savoir la vendre. C'est-à-dire que il y a des trucs, même à la lecture, qui peuvent nous paraître un petit peu bon, ça marche en plus, mais avec un très bon comédien, il va savoir bien le faire. Mais ils ont un sens du rythme qui fait que en lecture, très vite après, avec eux, on voit les choses qui en trop, les choses qui manquent. On parle souvent avec Olivier, enfin Olivier parle souvent de pied. Il y a une histoire de rythmique c'est un peu comme de la musique, hein. Et ça, on le retrouve nous parce vous le savez très bien, il y a 3 étapes dans l'écriture d'un film. Il y a le scénario, il y a le tournage et il y a le montage. Et le montage sert aussi à retrouver une sorte de rythmique qui peut-être marchait un petit peu moins bien en tournage que ce qu'il avait écrit. Donc vraiment, faut vraiment penser que la comédie, c'est pas juste une partition qui serait facile à jouer. Non, il faut qu'elle soit très bien jouée. Et après, il faut que le monteur retrouve ce rythme parce que parfois, il y a des choses qui marchent moins bien que ce qui était écrit et on réécrit encore autre chose. Et clairement, il y a ne jamais oublier ça. Et un scénario est une matière vivante, elle n'est pas figée. Surtout, je pense, hein, surtout en comédie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas balisé un terrain le plus drôle, le plus clair, dans lequel le comédien va pouvoir s'amuser, il ne pourra pas tout réinventer non plus sur le tournage. Mais voilà, il y a une sorte de gymnastique entre ce qui est créé au scénario, ce qui est réinventé par l'acteur et ce qui est retrouvé après ou rechangé au montage. Mais il peut arriver, notre Jean-Paul National a souvent été un peu frustré d'être pas bien servi par le réalisateur et les comédiens, c'est-à-dire ou alors par le réalisateur, c'est-à-dire que lui, il avait écrit un truc et c'est mal servi. Et ce qui veut, il y a un problème dans la mise en scène, dans le rythme, dans le jeu, dans la manière dont c'est dit, et ça tombe à plat. Et le métier de scénariste, c'est assez frustrant parce que forcément, on va vous juger sur un film. Or, le film, c'est pas ce que vous avez écrit. Dans certains cas, par certains aspects, à certains endroits, ça va être mieux, tant mieux pour vous. Il y a des idées qui vont émerger sur le plateau et vous vous en attribuerez une paternité que vous n'avez pas. Mais dans bien des cas, c'est aussi mal servi. Sans méchanceté, hein, mais pour plein de raisons, ça marchait à l'écriture. Pour plein de raisons, y compris des bonnes, il a fallu couper. Je ne sais pas, il y en a parfois des bonnes. Ou moi, j'ai déjà vu ça, le réal n'a pas compris la vanne, en fait. Et vous pensiez qu'il l'avait compris. Et en fait, non. Vous voyez le film, vous faites ça marche plus. Et les gens se disent que c'est vous qui avez écrit ça. Il fait non, moi j'avais écrit un truc mieux. Tant pis, c'est comme ça. Donc, voilà. Ça, Jean-Paul, plein de fois, il nous a raconté des anecdotes sur des films où quand il a vu, il s'est dit oh putain.
Voilà. Et puis il y a des choses qui marchent à l'écrit, qui marchent pas Du tout, c'est au vrai. passage à l'image aussi, C'est vrai. hein, et au passage au rythme du film, à la scène, etc. Il y a des choses très littéraires qui sont des jeux de mots, qui sont très drôles à lire quand vous lisez un livre ou quand vous lisez un scénario. Et en fait, dans la vie de tous les jours, jamais vous auriez fait ce jeu de mots, jamais ça aurait. Donc il faut qu'il crée une sorte de fluidité quand même là-dedans pour que ce soit un minimum réel, quoi. Enfin, moi, c'est C'est ce vrai. que. Et pour le coup, le fait, même si vous vous destinez pas à la réalisation, mais le fait d'avoir participé à la réalisation ou au montage de courts-métrages de comédie, alors je parle vraiment pour la comédie, ça permet aussi de se rendre compte à quel point il y a certains trucs que vous écrivez qui vont inévitablement sauter. Et Jean-Paul, qui ne réalise pas, qui ne monte pas, le nombre de fois, et pourtant on l'adore et il a du talent, attention, hein. On lui doit beaucoup, il est d'une efficacité redoutable. Mais le nombre de fois où on lui dit ça, mon Popol, ça va dégager parce qu'on peut le laisser, mais on sait qu'on ne le tournera pas. Ou si on le tourne, on sait qu'on le dégagera parce que ça pète le rythme, parce que pour une raison X ou Y. Et ça, c'est vrai que quand on n'a pas été confronté au plateau et au montage, on s'en rend un peu moins compte, mais c'est pas très grave, hein. Non, mais c'est vrai que, pour revenir à tes toutes premières, écrire de la comédie, c'est bien aussi voilà, de se confronter au fait de réaliser même un court métrage, d'aller voir comme il monte de la comédie, c'est hyper important. Je pense que le montage aussi, quand on écrit, peu importe que ce soit de la comédie ou autre chose, si vous avez l'occasion d'aller voir des monteurs travailler sur des films, même pas forcément des comédies, c'est très intéressant pour le scénario. Parce qu'en fait, le scénario, ça peut déjà être du montage. Par exemple, des trucs, si vous coupez les derniers dialogues de votre scène, bah souvent ça peut donner enfin, sauf si c'est très important ce qui se dit, ça peut donner du rythme dans les enchaînements avec ce qui se passe. Et ça, c'est du montage en fait. Et ça, vous pouvez le voir que si vous êtes passé par cette étape de voir comment on fabrique après un film en post-prod et au montage. Est-ce que vous avez des recettes pratico-pratiques que vous appliquez Bah, par exemple, là, il vient de dire un truc qui est très très important et enfin, là, je travaillais encore sur quelque chose sur lequel on travaillait tous les trois. Je passais derrière Jean-Paul, comme on dit, c'est une expression, hein, bien entendu. Il a fait un super travail, voilà, un gros boulot, mais comme souvent, il y a du gras, c'est-à-dire que Paul, il y va, quoi. Ça envoie dans tous les sens. Et très souvent, il va écrire une séquence, et tout d'un coup, la vanne la plus drôle, elle est là, et il y a 4-5 trucs qui suivent, plus ou moins sympa. Et en fait, il faut couper à la vanne la plus drôle. Il faut faire le cut, parce que le monteur le fera de toute façon, c'est sûr. Et si par hasard, il y a une info importante après, on la fout ailleurs, ça n'a aucune importance. On la dégage, ou on la remonte, si on peut. Et ça, toujours regarder dans la séquence à quel moment on est au plus haut. Alors là, on parle de comédie, donc on parle de truc le plus drôle, mais dans un thriller, ça va être le truc le plus énigmatique, peut-être. En série, ils le font très bien. Toujours couper au plus haut. Et parce que c'est ça qui fait qu'on a un page turner, qu'on a envie de lire la séquence après. Quand ça redescend, il n'y a rien à foutre, on se refroidit. Et puis aussi se poser la question vraiment, et là moi j'y chie parce que je suis en prépa d'un film, etc. Et quand on arrive dans cette étape-là, en fait, le scénario, il y a le scénario idéalisé qu'on avait tous envie de faire, et puis à un moment donné, il y a les 35 jours de tournage et les trucs de ça on peut pas le faire. Et en fait, on se pose là les questions de quelles sont les scènes les plus importantes en fait, quels sont les trucs qu'on a mis là, qui rajoutent du gras, mais qui. Et en fait, si on se pose vraiment ces questions-là, même à l'écriture, même de Qu'est-ce la qui fait voix, avancer le récit, quasiment, vraiment. voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses là qu'on a écrit sur 3 pages et qui pourraient tenir en une scène, une idée, un plan, et essayer toujours comme ça de réfléchir à synthétiser un peu les choses. De toute façon, il y a un moment donné dans la fabrication du film où vous serez contraint d'y arriver. Donc, plus tôt on peut se poser ces questions-là, et plus tôt on va donner du rythme en fait à notre scénario et au fait que l'essentiel est là. Aller à l'os une fois qu'on a mis beaucoup de gras. Déjà, psychologiquement, un producteur, quand il reçoit un scénario, à moins que les films s'y prêtent et qu'il voit que ça fait plus de 100 pages, il commence à suer un peu. Parce qu'il sait que ça va faire plus d'1h40. Alors en comédie, hein. Bon, sur un thriller, mais très souvent, on ne se rend pas compte, mais ça inquiète. On se dit, oula, c'est très long. Et tous les films ne nécessitent pas ça, et très souvent, c'est trop long, en fait. Et ils le savent par expérience. Puis tu sais que tu pourras pas les tourner en fait les 100 pages. Ouais. En fait, tu pourras tourner 96 pages en comédie. Et en gros, si qu'une V1 fasse aller entre 100, alors faut pas dépasser 110. 110, c'est vraiment une barrière où on sait que il y a
Mais en gros, entre 100 et 105 sur une V1, c'est pas mal. Mais après, très vite, on va tourner autour de 95, 100. Et c'est vrai, par contre, qu'à l'inverse, si vous descendez en dessous de 90, il y a de ah bah tiens, il en manque un peu. Donc, c'est nous court, et hein. plus, il était très court le film. C'est des Oui, On barrières, a mais tellement coupé par rapport à l'original qu'à la fin, il fait quoi? Il fait 1h15, 1h18. ouais, il fait 1h13 50 avec générique, il fait 1h16 40 et quelques. Donc, On était même embarrassés, quoi. On s'est dit merde, il faut qu'on remette des trucs. oui, puis c'est un problème après même pour le film, pour les télés et tout. C'est-à-dire que ils aiment. En fait, les exploitants de cinéma adorent parce qu'ils peuvent mettre plein de séances, mais par contre les télés, des films en dessous d'1h20, 25, ils aiment pas trop parce que ça correspond pas à une case avec les pubs et tout le bordel. Donc, pardon, j'ai été grossier. Mais oui, c'est pas grave. Mais donc pour le coup, voilà, oui, il y a quand même des durées de films qu'il faut pas non plus. 1h20, c'est quand même pas mal de pas tomber en dessous d'1h20. Mais du coup, pardon, mais parce que en fait, tu dis, on a vachement coupé. Vous avez coupé Le scénario original. le scénario, vous avez coupé au montage, vous avez coupé quoi? On a coupé On avait scénario. quasiment rien à couper au montage parce qu'en fait, on a vraiment tourné la matière dont on avait besoin. On avait 4 semaines de tournage. C'était très très court. On a fait une semaine de lecture. Là, pour le coup, on a vraiment profité des comédiens pour ça. On était en huis clos. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est parti d'un scénario espagnol. Il nous avait été envoyé traduit ou on l'a traduit? Je ne me souviens même plus. Non, il nous a été envoyé traduit, mais enfin on l'a passé sous draft parce qu'il était en Word. Enfin, oui, bon, on l'a passé sous draft et à force de couper, d'aller à l'essentiel, alors on a rajouté nous aussi plein de trucs, mais effectivement, on s'en est pas rendu compte au stade du scénario, mais on s'est rendu compte, et au minutage, il n'avait pas été minuté si faible, il avait dû être minuté à 1,22, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et au montage final, on s'est rendu compte qu'on était à 1,14, quoi. Et parce qu'après le rythme de la comédie gagne. Et En fait, donc, vous arrêtez J'allais dire, pas c'est le rythme des comédiens en fait qui fait que. non, c'est la nervosité les du scènes, montage. C'est les scènes C'est les qui scènes. demandent ça en fait. On C'est gagne en donné- nervosité tout le temps et en fait à force 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là et en fait À ça la fin, tu réduit perds 5 vraiment. minutes. Ouais. Ouais, ouais. Surtout sur un film qui est déjà court, parce que Ouais. même 1h22 en pré-minutage, c'est très court en fait. Donc voilà, tu perds 5 minutes. Mais bon, après, chaque film a son propre biorhythme, il faut le trouver, et c'est pas grave en fait. L'idée, c'est que le film soit le mieux possible. S'il est bien en 1h13, bah, très bien. S'il est bien en 1h15, enfin voilà, et ce rythme-là, enfin le temps qui va, c'est vraiment qu'au montage final que tu t'en rends compte. T'as beau le préminuter avec ta script et tout, c'est vraiment que la dernière VDF du montage qui permet de savoir exactement combien fera ton film. Enfin, combien fera ton film. Et quand vous voyez le film à la fin, est-ce que vous vous dites ouf? En fait, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire et qu'on ne peut plus rire de rien? Et quelles sont vos limites? Bah, les limites, oui, c'est vrai qu'en comédie, il y a des choses qu'on peut pas vraiment faire. Après, oui, non, c'est vrai que c'est chiant des fois parce on aimerait bien quand même aller sur. Et puis mais après, dans les typologies de films, on sait de toute façon que on n'arrivera jamais jusqu'en salle avec toutes les conneries qu'on voudrait y mettre parce qu'il y aura les financiers, il y aura les producteurs, il y aura des agents, il y aura des acteurs qui diront non mais ça on peut pas faire, ça on peut faire. Donc en gros, avoir un film très irrévérencieux qui arrive au bout, faut vraiment que l'auteur il soit assez reconnu pour qu'on lui donne les clés du camion sans qu'il y ait les filtres des différents partenaires entre. Donc même si on se disait qu'on y allait, en fait on nous donnerait pas la chance de le faire. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des sujets où, et pour reprendre ce que tu disais avec Jean-Paul, qui est d'une autre génération que nous, des fois, on lui dit non, mais ça, on peut pas le faire. En plus, Jean-Paul, il écrivait pour les Guignols et tout, donc pour le coup, Pour et pour H H, aussi. donc vraiment, lui, il peut aller très très loin. Et ben, on dit non, mais ça, on peut plus le faire. Et c'est un peu malheureux en vrai, parce que on se dit quand même que. Alors, on dit souvent que la contrainte pardon, suscite l'imagination. Ça marche pour les plans, pour les choses comme ça, mais pour la comédie, des fois quand même, c'est assez chaud. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, on sait qu'on va pas y aller. Hein. Non, on s'auto-censure beaucoup. On s'auto-censure beaucoup parce qu'on sait que même si le producteur il tilte pas, à un moment donné, les comédiens vont tilter, les agents, les chaînes, enfin bref, tout le monde tout le monde a peur de son ombre. Non, on s'auto-censure à mort, hein. Ça, c'est Il clair. y a de l'humour qui passe pas le Non. cadre du huis clos Ouais. en fait. En huis clos ça fonctionne et dès qu'on le sort Ouais. ça
ça marche plus. Je pense que même en huis clos, hein, il y a des sujets. Faut pas Oui, y aller. après, il y a des sujets, c'est bien qu'on y aille plus non plus. Hein, Il y a même dans le cadre du huis clos. Il y a même dans le cadre du mais huis c'est clos, pas ça que passerait pas. négatif. Mais non, mais c'est vrai que non, mais c'est même pas tant en termes de sujet, mais c'est plus en termes de. On est beaucoup plus sensible à. Alors, il y a des choses, c'est très bien. Par exemple, et surtout en tant qu'auteur masculin, on est beaucoup plus sensible à. Et on n'y arrive pas toujours à faire que les personnages féminins aient une existence propre et ne soient pas que liés à un autre personnage masculin. Ça, c'est un truc qui est très. Parce que pendant très longtemps, c'était le cas. Hein. C'était la fille d'eux, la femme d'eux, la maîtresse d'eux, mais jamais un personnage en tant que tel. Donc ça, on essaye d'y réfléchir tout le temps. Parce qu'on sait que on sait que tout le monde va y être sensible, les comédiennes vont y être sensibles. En fait, à un moment donné, il y a des acteurs qui vont vouloir jouer on va devoir trouver des acteurs. Donc il faut vraiment penser à tout et pas se concentrer juste sur le perso qui nous fait le plus marrer. Mais il y a plein de trucs. Typiquement, le projet qu'on avait repris après Et plus si affinité, c'est un projet de rom-com avec un personnage qui est un personnage très 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 dragueur, pour pas dire vraiment un peu bourrin sur ce plan. En fait, le problème, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, en écrivant des trucs, en posant des caricatures, en sortant, en le rachetant, en le rendant mignon, en faisant plein de trucs, l'acteur lui-même va pas vouloir jouer ça. Parce que par les temps qui courent, jouer un queutard, jouer un mec qui chine des meufs de partout, c'est pas terrible pour l'image de l'acteur lui-même, même si le rôle le fait marrer. Tout. Donc en fait, il y a un moment où on se retrouve dans des situations où même des personnages qui existent toujours clairement, vraiment dans la vraie vie, on ne peut plus les mettre au cinoche. Mais de la même manière que France Télé, si vous faites un unitaire France Télé, vous n'allez pas mettre un voleur d'origine maghrébine dans un script. Parce qu'ils vont vous dire, on ne peut pas faire ça, c'est stigmatisant et tout. Et je comprends très bien. Mais du coup, en fait, il y a plein. En fait, vous passez votre temps à vous dire, alors ça, est-ce que je peux le faire et vous renversez même parfois les clichés. Vous renversez la caricature, vous faites l'inverse de ce que vous aviez prévu de faire. Nous, à un moment donné, typiquement, l'écriture sur Jumeaux mais pas trop. Donc on a Anthony, joué par Ahmed Silla, qui vient de banlieue, qui bidouille un peu, voilà, qui fait des petites combines, mais pas comme c'est pas méchant, c'est plutôt un mec bien. Puis on a Bertrand, le politicien de droite, tatati tatata. Puis on s'est dit, bon, ok, c'est ultra caricatural. Est-ce qu'on ferait pas l'inverse? Bon, on a réfléchi à faire l'inverse. Puis à un moment donné, on s'est dit, en fait, l'inverse, vraiment l'inverse, c'est même pas crédible en vrai. Enfin, ça existe tellement peu. Le Ahmed Silla, politicien de droite, machin, hyper bidule. En fait, à un moment donné, on en parle même avec eux. Mais c'est juste pour vous dire que cette espèce d'autocensure, elle est vraiment présente. C'est bien parce qu'on s'oblige à être moderne et pas essayer le plus possible. Donc, c'est important, c'est dans l'air du temps, c'est très important, mais en même temps, c'est aussi un frein. C'est un peu un frein à la créativité parce que ça crée des peurs d'être taxé de je sais pas quoi. Donc, bon, c'est pas que bien, quoi. Et la période, et nous encore, ça va parce qu'on n'est pas les auteurs les plus punk de la profession, mais je pense qu'il y en a, ça leur joue vraiment des tours. Mais tous les stand-uppers ou tous les gens qui écrivent, qui font du one man, se confrontent au même problème. Hein. En gros, ils se font troller sur les réseaux. Ouais. Donc, pour la moindre vanne. Oui, après, voilà, mais c'est aussi des contraintes qui nous font nous dire, il faut qu'on soit un peu plus imaginatif, faut qu'on trouve autre chose. Mais oui, pour la comédie, c'est pas la période la plus funky qui soit pour, ouais, tout à fait. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la suite. C'est-à-dire à quel point les producteurs sont interventionnistes dans votre scénario. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous interdisent des choses? Est-ce qu'ils vous reprennent beaucoup dans l'écriture? Alors ça dépend des producteurs, parce qu'on a la chance de travailler avec différents producteurs qui ont des profils un peu différents. Je dirais qu'il y en a qui aiment beaucoup l'artistique, donc ils vont parler avec nous vraiment du scénario, de ce qui leur plaît, de comment est-ce qu'on peut l'amener encore plus loin, etc. Et puis d'autres qui, c'est pas mal, hein, qui ont une vision un petit peu plus de comment ce scénario-là, je peux aller le vendre à des guichets pour pouvoir financer ce film. Alors, le mieux, c'est quand le producteur a ces deux visions-là et qu'il essaie de les mettre ensemble, mais c'est pas toujours le cas et ça dépend des personnalités de chacun. Mais en vrai, moi je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais les producteurs sont assez
je pense que le fait qu'on ait fait des films, maintenant, il y a une certaine confiance quand même. Et donc, même si bien sûr qu'ils nous reprennent, bien sûr qu'ils nous font leurs commentaires et qu'on les prend en compte, ils nous font quand même beaucoup plus confiance qu'au tout début, où il fallait montrer un peu plus patte blanche et où là, ils nous faisaient beaucoup réécrire avec beaucoup de versions. Là, on a toujours beaucoup de versions à faire, mais les retours sont moins. Si nous, on dit non, mais ça, on y croit vraiment et on vous garantit, ils vont plus avoir tendance à nous faire confiance qu'au tout début. Ce que vous me disiez la dernière fois, c'est que finalement, dans la comédie, en réalité, assez rapidement, vous aviez surtout plus de contact avec les financiers qu'avec les producteurs. Non, pas. Non. Au stade du. Alors, c'est-à-dire que c'est c'est plus plutôt eux qui vont nous faire des retours. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, dès qu'on arrive à accrocher un premier financier qui est souvent le distributeur, en gros, les premiers retours qu'il va avoir sur le script, même les comédiens, avant même qu'on passe sur le marché avec les financiers, même les comédiens, dès qu'on a les premiers retours, en gros, c'est le producteur. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont se dédouaner et que c'est des personnages en mousse, hein, mais en gros, ils vont avoir tendance quand même à aller dans le sens des comédiens et des financiers sur ce qu'ils demandent, parce qu'ils savent que si on répond à ces demandes-là, le film va se faire. Donc, je pense que plus facilement, ils sont prêts eux-mêmes à faire harakiri sur leurs envies artistiques sur le projet pour que le projet puisse se faire. Et donc, en gros, notre interlocuteur après, dans cette étape-là, ça devient plus les talents et les partenaires financiers qui vont accompagner le projet jusqu'au bout. Et là, ils ont tendance un petit peu à déléguer un peu la partie artistique à ces gens-là. Mais c'est pas mal, hein, et c'est normal, parce que c'est leurs clients. Et du coup, vos scénarios, ils évoluent beaucoup entre votre première version et la version qui part. Énormément. Énormément, oui. En fait, déjà, il y a une étape préalable à la V1 de scénario qui est en général le séquencier ou le traitement. Alors, on nous demande souvent des traitements. Alors, ça nous gonfle. Sur la comédie, c'est très très chiant parce que c'est chiant à lire. Donc, tout le monde sait un peu ce qu'est un traitement, quoi. Grosso modo, un synopsis exhaustif très long. C'est vraiment toute l'histoire de A à Z. Mais ce qui est emmerdant, c'est que comme la comédie est beaucoup liée au dialogue, faire vivre un traitement, que ça ne nous tombe pas des mains, il lui dit que, elle lui répond que, on s'emmerde. Donc, il faut créer de la vie là-dedans, mettre un peu des bouts de dialogue et tout. Nous, on arrive maintenant, mais ça, c'est. Et surtout avec ceux avec qui on a déjà travaillé, à faire sauter cette étape. On leur vend, quel que soit le projet, on leur vend, sauf une reprise de scénario, mais tous les autres cas de figure, on leur vend on va dire un synopsis qui va faire des. En plus, nous, on n'est pas. Franchement, ça fait des tailles. Ça dépend, quoi. Ça peut être 5 pages comme 15, 20, mais enfin, c'est pas. En tout cas, c'est pas le traitement global. Et ensuite, on part directement en séquencier ou en V1. Donc le gros des échanges qu'on va pouvoir avoir avec eux, c'est beaucoup sur l'étape initiale. Ils vont s'assurer de qui sont nos personnages, où est-ce qu'on va, ce qu'on va raconter, quelles vont être les relances, à quel moment, voilà. Enfin, en gros, les grands temps forts du script, on va en parler à ce moment-là. Et plus on va avancer, plus on va affiner. Mais en vrai, franchement, je trouve que c'est surtout nous qui faisons que ça affine. Parce qu'à partir du moment où on avance, assez rapidement, ils font lire à d'autres, en fait, autour d'eux, ils essaient de glaner des infos. Mais nous, on essaie toujours de faire lire quand on se dit qu'on est bien, quoi. On se dit, bon, allez, là, on a une version qu'on peut faire lire. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que plus on avance, et avoir un avis sur un script, tout le monde peut avoir un avis sur un script. Mais quand on va avancer sur la fabrication du film, qu'on va avoir moins d'argent que prévu, qu'on va pas forcément avoir les talents qu'on veut, et qu'en gros, il va falloir quand même sortir un truc au bout. Plus on avance, et plus ils font confiance quand même au réal qui va le faire, parce que en gros, ils savent que maintenant, les dés sont jetés. Donc, en vrai, moi, je trouve qu'il y a un vrai dialogue avec... c'est pour ça que j'aime bien parler des lectures avec les comédiens, parce qu'il y a un vrai dialogue sur le script où on le pas on le réinvente, mais où on le re-questionne à ce moment-là. Sur les personnages, surtout. Ouais, sur sur ce les qu'eux jouent et incarnent. Sur comment est-ce qu'ils vont... qui ils sont, pourquoi ils disent ça.
Et puis même, on peut rechanger un peu le langage, parce que pour le coup, ils vont dire, ah, mais moi, je pense que mon personnage ne parlerait pas forcément comme ça, donc on va changer certains mots, même, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les comédiens se donnent des répliques, c'est-à-dire qu'en gros, ils se disent, non, mais ça, ce serait mieux que ce soit toi qui le dises plutôt que moi. Et en fait, ils ont raison, on n'y a pas à penser, mais parce que en fait, c'est plus logique dans la rythmique et tout. Donc là, pour moi, il y a un nouveau questionnement sur le script à ce moment-là. Mais une fois que le film est parti en tournage, franchement, il n'y a plus personne qui vous dit rien. C'est plutôt démerdez-vous, essayez de faire un truc, quoi. Alors qu'avant, il y a beaucoup de monde qui donne leur avis. Non, franchement, ça, En fait, il faut ouais. faire ça, etc. Ouais, bah vas-y, fais-le, quoi. Puis Et les partenaires, c'est-à-dire les partenaires, les distributeurs, les chaînes de télé, Canal+, et compagnie, les plateformes éventuellement, tous ceux qui cofinancent le film, en général, ils ont une batterie de lecteurs aussi. C'est-à-dire que l'avis dont ils nous font part, c'est un avis mouliné dans une batterie de lecteurs qu'ils ont à l'année, comme ça. Ils n'ont pas toujours leur propre avis non plus, quoi. Enfin, ou alors c'est un consensus. Donc, mais c'est intéressant parce que ceci dit, voilà, nous, ça nous oblige. En fait, il faut toujours faire attention. Il faut à la fois leur donner raison un peu, parce que c'est eux qui payent. Donc, en fait, non, on mais ne il y va a pas un leur truc. dire qu'ils ont complètement tort. D'ailleurs, souvent, ils ont raison. Sur plein de trucs, Oui, oui. ils ont raison. Franchement, Non, mais il y a un et truc puis il faut aussi avoir un peu des certitudes. Bien sûr, quoi. bien sûr. Non, mais il y a un truc qui est vrai, par contre, c'est quand vous faites lire, quand vous avez des retours, faut pas tout prendre. Par contre, s'il y a le même retour qui vient 3, 4, 5 fois, là, faut le questionner. Parce que, voilà, pour moi, c'est ce que je me dis. Quand il y a un truc et qu'il y a 4-5 personnes différentes qui vont faire le même point dans le scénario ou au même endroit, là, il y a peut-être un truc à travailler. Mais si chacun a un avis, c'est parce qu'en fait, chacun se raconte le film. Parce qu'au scénario, chacun se raconte encore le film, même s'il y a des choses qui sont écrites, etc. Les scènes, personne ne va lire un scénario et voir la scène pareil. Donc, à partir de ce moment-là, il y a plein d'interprétations possibles, il y a plein de fils qu'on n'a pas tirés, mais que d'autres voudraient qu'on tire. Et donc, c'est pour ça, comme tu dis, qu'il faut avoir aussi une forme de certitude sur le film qu'on a envie de faire et où on veut l'emmener, mais c'est compliqué. Bon, il y a même des réals, enfin des scénaristes, mais qui font des versions pour les partenaires, juste pour leur faire plaisir, mais qui tourneront pas. Bon. Mais est-ce qu'il y a des moments où, parce qu'après on peut travailler sur les détails, etc. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de faire le même film que le producteur ou que le... Non, généralement Ça nous est c'est pas clair arrivé dès le encore. départ. Ouais, quoi. ouais, ça nous est pas arrivé. On trouve toujours un chemin d'entente parce qu'au départ, on s'est quand même raconté un film. Parce que toutes ces étapes-là, faut savoir qu'entre le moment où on se tape dans la main pour dire qu'on va écrire un film et le moment où vraiment il a été financé, il rentre, il peut se passer 2 ans et demi. Donc sur cette période, vous avez quand même appris à vous connaître, appris à savoir ce qu'ils aiment. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve autour de cette table à parler de ce projet? Donc en vrai, non, il y a plus. C'est pas le moment où on part au clash sur ça. C'est pas le film qu'on a envie de faire. Je pense que c'est bien avant. En fait, si c'est le cas, faut se le dire bien avant. De toute façon, le producteur, à partir du moment où il vous signe, il s'est déjà posé 50 milliards de questions et il a déjà essayé le plus possible de valider le truc. Parce que, faut être honnête, c'est quand même le moment qui est douloureux pour lui. C'est sa partie R&D, recherche et développement, c'est sa partie à risque qui va vous payer à partir de maintenant pour un truc qui verra peut-être jamais le jour. Donc lui, il s'enlève un rein dans sa tête. Donc s'il en est là, c'est qu'on a déjà discuté suffisamment, on se connaît, on sait ce qu'on veut faire et on veut faire la même chose. Normalement. Après, ça ne veut pas dire que, voilà, mais globalement. Après, il peut y avoir le problème, entre guillemets, en tout cas la petite divergence de vue avec le distributeur. Nous, on a eu le cas, mais c'était très enrichissant et c'était parfaitement normal avec du recul sur notre premier film, puisqu'en fait, très rapidement, le producteur avait séduit le distributeur sur Jumeaux mais pas trop et un concept. Un titre et un concept. Un titre et le concept, c'est dans une naissance jumellaire, il est possible que les deux jumeaux ne soient pas de la même couleur. C'est une chance sur 1 million. Ça avait tout de suite excité un distributeur. Ça s'appelle pas un pitch. Nous, ce qu'on a écrit avec... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Will, il le sait, moi, quand on a commencé à travailler là-dessus avec Popol, j'ai dit à Popol, voilà vraiment le genre de film que jamais je réaliserai. Mais on va l'écrire. T'inquiète, on va trouver. Bon, en fait, de fil en aiguille, on a trouvé... parce que j'avais peur que ce soit potage vraiment noir, blanc, les vannes... je voulais pas faire ça. Et je me sentais pas de faire ça. Puis
On a trouvé des choses, Will nous a rejoints, Ahmed aussi, il a lu très vite, très tôt. On a eu la chance de pouvoir lui faire lire une V2, parce que Ahmed, c'était une des clés du montage de ce film. On le faisait s'il lui le faisait. Voilà, on a su très vite qu'on partait d'un truc très caricatural et qu'on allait vers une histoire de famille, que finalement le noir et blanc c'était plus le sujet, c'était une bromance, une histoire de fratrie qui se retrouve, et que finalement le vrai cœur, ce à quoi on avait envie d'arriver, c'était l'émotion, la fin, garder l'humour, mais voilà. Le distributeur ne s'est jamais raconté autre chose, enfin en tout cas n'avait jamais prévu de vendre autre chose, et on le comprend que Jumeaux mais pas trop, et ça aurait, et voilà. Et donc jusqu'au bout, et jusqu'à cette affiche, et jusqu'à la bande-annonce, qui n'est pas représentative du film, mais l'idée c'était, en plus on sortait du Covid, c'était les gars, ils ont bien aimé le film, hein, et ils ont été hyper transparents, et on leur en veut pas, on comprend, mais pour nous c'était spécial, c'était les gars, c'est très bien, il y a de l'émotion, il y a plein de choses, mais nous ce qu'on peut espérer vendre, c'est une comédie. Donc on ira jusqu'au bout, on essaiera de vendre une comédie. On fera rentrer les gens sur une comédie. Et au final, ils ont certainement eu raison. On ne saura jamais, en fait, si on avait essayé de faire un truc un peu plus feel good en fanfare, parce qu'en fanfare, c'est la version, c'est assez proche, en fait, c'est la version feel good, un peu plus drama de Jumeaux mais pas trop. Est-ce que ça aurait mieux marché? En fait, on n'en sait rien. En fait, ils ont peut-être eu raison. Mais là, c'est un cas, effectivement, où on a tiré l'histoire à un endroit qui n'était pas exactement celle qui était facile ou le plus évident à vendre pour le partenaire. Mais c'est pour ça que c'est important de se raconter ça aussi avec les partenaires. C'est-à-dire qu'au-delà des producteurs, faire ces réunions avec les distributeurs, avec les financiers, pour savoir quel film est-ce qu'ils attendent aussi, et voir comment on peut être ensemble sur le sujet, sur comment est-ce qu'on va le fabriquer. Parce qu'en vrai, on a toujours ce truc aussi, quand on fait les premiers films, on va montrer à tout le monde qu'on est des réalisateurs qui allons changer le game, alors que pas du tout. En vrai, le game, il est là, et il sera plus fort que toi. Donc, vaut mieux, en gros, et cette expérience-là nous l'a appris sur nos nouveaux projets, c'est d'être sûr qu'on se raconte bien avec le marketing aussi après, le film qu'on va fabriquer nous avant. Et quand on fait ça, bah vraiment ça change tout, ça change même les relations qu'on peut avoir avec eux, comment est-ce qu'on va défendre le film après, que ce soit en promo ou en tournée, comment est-ce qu'on va en parler avec les comédiens, et puis même les comédiens, on les trahit pas comme ça, parce qu'il y a rien de pire que oui mais t'inquiète, ce film là c'est pas une potacherie, et ils découvrent en le faisant que ça l'est, alors que c'est pas ce qu'on s'était raconté. Ouais. Donc voilà, c'est une question de discussion. Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'adaptation? Oui, parce qu'en fait finalement, toi tu as bossé sur L'Ascension, qui était une adaptation d'un roman, mais d'une histoire personnelle, autobiographique. Et puis si Affinité, ça a été adapté d'un film qui lui-même était adapté d'une pièce de théâtre. Et là, le film sur lequel vous bossez en ce moment, L'homme qui s'envola, c'est une adaptation de roman, oui, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de ça, pour savoir comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous travaillez avec les auteurs? Est-ce que vous prenez contact avec ceux qui ont fait les adaptations précédentes? À quel point vous travaillez avec eux? Et quelle liberté vous pouvez prendre par rapport à l'œuvre d'origine? Ça fait beaucoup de questions en une, mais on m'a dit d'aller vite. Non, mais alors, moi, concernant Sentimental, en gros, nous, on n'a jamais parlé de notre vie avec l'auteur qui était l'auteur de la pièce, qui est une star en Espagne, qui avait écrit la pièce, qui avait lui-même réalisé le long. Et en gros, je pense même que c'est mieux, en fait, quand on adapte, et ce sera pareil pour le livre, après je te laisserai parler pour le livre, mais je pense que c'est bien que l'auteur se détache, parce qu'on a eu d'autres cas de figure où l'auteur est resté dans la boucle de l'écriture, et où c'est un peu plus conflictuel et un peu. En fait, il faut vraiment que l'auteur, l'auteur de l'œuvre originale, il ait ce recul de se dire, bah voilà, ça va plus
m'appartenir. Ils vont vraiment en faire ce qu'ils veulent. Ils vont se réapproprier mon histoire et ils vont recréer autre chose. Et plus si Affinité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Sentimental, qui était le film espagnol, mais nous on a rajouté beaucoup de choses. On a changé. La fin n'est pas du tout la même. Alors après, il y avait des choses qui étaient les mêmes, hein, et je pense que cette liberté-là, elle est hyper importante quand on part dans une adaptation, parce que sinon, si c'est pour reprendre mot à mot, à la limite, il suffit de reprendre le texte et puis de le tourner. Ça sert à rien de payer des scénaristes pour adapter une histoire. Et puis aussi, après, alors tout dépend si on part d'un livre, si on part d'une BD, si on part d'un film. Là, on partait d'un film, donc c'est un petit peu plus simple parce qu'ils avaient déjà fait l'étape mentale de se dire comment est-ce qu'on raconte cette histoire avec des images. Alors que quand on part d'un livre ou d'une... Alors BD, c'est un peu différent parce que BD, pour moi, il y a déjà un petit truc un peu de storyboard et tout, donc on est déjà un peu dans un processus d'image. Mais quand on part d'un livre, il y a des choses qui sont inadaptables au cinéma. Le cinéma est un autre médium art que la littérature. Je prends souvent l'exemple du parfum, qui a été pendant très longtemps un best-seller et qu'ils ont eu beaucoup de mal à adapter. Beaucoup de gros réals même se sont tapés, de scénaristes se sont cassés les dents dessus, parce que ce qu'on lisait, c'était hyper fort, mais comment raconter les odeurs au cinéma? Alors voilà, c'est un challenge. Alors qu'en littérature, chacun se fait son... Voilà, donc il faut jamais oublier que c'est vraiment deux choses complètement différentes, deux médias complètement différents. Et aussi, l'angle par lequel on raconte une histoire, des fois, ne va pas être la même quand on va l'amener au cinéma que telle qu'elle est écrite dans le livre. Et là, je te passe parce que là, Il est balèze. parce que l'adaptation du Ah, livre la qu'on vache. fait actuellement, enfin que Olive on a complètement changé le point de vue. Oui. Vas-y. Oui, absolument. L'homme qui s'envola, typiquement. Donc pareil, hein, effectivement, nous déjà, comme disait Will, nous on s'assure qu'on a une liberté totale. On peut pas adapter sous contrainte. Ça ne nous intéresse pas parce que c'est qu'une source d'emmerde et donc que ce soit Et plus si affinité ou L'homme qui s'envola, on a une liberté. Après, parfois il y a un devoir moral sur certaines choses, de respect, de pas trahir l'œuvre totalement, mais ce serait absurde de le faire. Par contre, typiquement, L'homme qui s'envola, c'est vrai, le point de vue principal du roman n'est pas le point de vue principal du film. On a interverti les points de vue, on a changé, on a switché, parce que on savait que le personnage principal du roman ne pouvait pas être un personnage principal de film, susciter une empathie, être compris, etc., etc. Parce que tout ce qu'il fait est expliqué de manière très introspective dans le roman, donc déjà c'est pas cinématographique, et quoi qu'il en soit, ce serait pas acceptable, compréhensible par le public. Le roman est beaucoup moins grand public que le cinéma d'une manière générale, et là, dans ce cas précis, encore plus. En revanche, on savait qu'en partant d'un autre personnage, on pouvait complètement rentrer dans cette histoire et la rendre beaucoup plus touchante et voilà, et facile à accepter, à comprendre. Donc là, c'est intéressant. Sur l'Ascension, c'est un cas particulier parce que l'Ascension, pour le coup, Nadir Dandoun, l'auteur du livre Un tocard sur le toit du monde, était partie prenante dans l'écriture, il est co-scénariste du film, et c'était une condition sine qua non pour lui parce qu'il voulait pas parce que c'est autobiographique, c'est sa vie, c'est une vraie histoire, et il voulait pas que le film, pour le coup, mente ou trahisse un certain nombre de choses de ce qu'il avait réellement vécu. Merci beaucoup. Et il est resté dans la boucle jusqu'au bout, mais ça n'a pas été évident parce qu'au début, la commande, elle a évolué, ça c'est intéressant. Un tocard sur le toit du monde, il y a de l'humour, c'est sympa, mais c'est aussi beaucoup un film coup de poing sur un jeune franco-algérien qui vit dans le 93, à qui personne n'a jamais fait trop confiance, qui se lance dans ce truc-là, dans l'Everest, avec un gros mytho, qui s'entraîne, qui ne peut pas s'entraîner autrement que juste dans les escaliers de sa tour, puisque de toute façon l'ascenseur est tout le temps en panne. Bref, en fait, il y avait un côté la haine dans ce film au départ, dans la volonté du réalisateur de Nadir et de la productrice, qui est aussi très engagée, qui est très la société de l'autre côté du périph', Laurence Ascari. Et elle avait ses bureaux à la Cité du Cinéma, chez Besson, chez Europacorp, enfin à côté d'Europa. Et à l'époque, on arrive à une version qui était super, mais qui était un film très cher pour un premier film de producteur,
parce que l'Everest, enfin bref, très cher, et qui était en même temps du coup assez compliqué à monter. Et sous l'impulsion il n'y avait pas de réalisateur associé à ce film, et sous l'impulsion d'EuropaCorp, c'est Luc Besson qui a proposé à Laurence Ludovic Bernard, qui était un premier assistant réalisateur chevronné, mais qui n'avait jamais réalisé de film lui-même. Et sous cette impulsion-là, on a switché avec Ludo, on a réécrit ensemble, on a switché vers quelque chose de beaucoup plus mainstream, beaucoup plus comédie, avec le risque que Nadir n'accepte pas, parce qu'il avait un droit de veto. Il pouvait dire à un moment donné, le film il se fera pas, c'est pas mon histoire, voilà. Et il y a eu un moment donné où moi j'ai fait vraiment tampon entre une volonté qui était vitale pour le film, qui était vitale pour qu'il se fasse, qui était de le rendre quand même commercial, et une volonté de Nadir qui était de respecter son histoire, même s'il est hyper cool, hein, c'est un mec extraordinaire, mais respecter l'ADN de son film, quoi, de son livre, pardon. Donc il y a un moment, on a arrêté de lui faire lire. Exprès, on l'a un peu écarté, sans forcément trop lui dire, hein, sans forcément, juste on faisait des choses entre nous avec Ludovic. Et moi, je faisais en sorte qu'il y ait des trucs qui disparaissent, parce que je savais que ce serait rédhibitoire pour Nadir. Et bon, bref, donc on a manœuvré comme ça jusqu'à lui faire lire une version, et où il a capté que en fait, il valait mieux que ce film existe, même si c'était pas 100% son histoire, même si on inventait des trucs, et notamment la motivation amoureuse qu'il n'a jamais eue dans la vraie histoire. Il n'est pas parti pour une meuf en lui disant « pour toi, je gravirai l'Everest », ça c'est du cinoche. Mais il valait mieux accepter ces petites entorses que ne pas faire le film. Et la grosse, alors là c'est autre chose, mais la grosse couleuvre qu'il a fallu avaler pour lui, et après il l'a défendu tout le long avec panache, mais c'était que ce soit Ahmed qui joue le rôle d'un Maghrébin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'était un Français d'origine sénégalaise qui joue. Alors que la dimension maghrébine algérienne était vraiment importante dans le livre. Donc il s'est fait pourrir, Nadir, par sa communauté, mais il a tenu bon. Et pourquoi c'est Ahmed qui a eu le rôle? C'était le premier film pour lui, parce que c'était le meilleur au casting, en fait. Et que Nadir l'a reconnu. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu débat. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a des moments où... Mais c'est un cas particulier. Moi, je sais que du coup, et vraiment, on s'en est déjà parlé avec Will aussi, on a eu un cas de figure récemment, si l'auteur de l'œuvre originale, quelle qu'elle soit, roman, film précédent, pièce, est dans la boucle, on ne le fait pas. En fait, soit on a quartier libre, avec quelqu'un qui... Et quelque part, après, c'est la mention que vous mettez au générique qui sera choisie par l'auteur de l'œuvre originale, librement inspiré d'eux, ou d'après, enfin bref, selon la manière dont on s'est éloigné, mais ça c'est à lui de le décider, c'est pas un problème. Soit on n'y va pas, parce qu'en fait, même quand vous tombez sur des mecs, et ça nous est arrivé, qui vous disent « non mais moi, vous faites ce que vous voulez », en fait, l'ego revient, l'affect revient, et vous butez sur un truc, et vous allez vraiment vous prendre la tête. On va terminer sur juste la question de l'argent, du pognon, du flouze. Est-ce que quand on fait de la comédie, on gagne mieux sa vie que quand on fait du film d'auteur, par exemple? Et si oui ou non, de toute façon, combien? Et ils sont venus que pour ça. Pour les ça. mecs sont là, putain, C'est ça le fait moment 2 heures où qu'ils racontent toutes leurs ils nous conneries. font chier avec leur On est conneries. tous au RSA ici, alors. Alors, Il y a beaucoup plus de monde tout d'un coup. Déjà, je pense que c'est pas comédie ou film d'auteur, c'est si vous faites du film mainstream, que ce soit des films d'action ou des gros bousins, genre Les Trois Mousquetaires, ou voilà. Si vous faites des films pour le marché, vous gagnez mieux votre vie que des films d'auteur, et ça dépend du budget, ça dépend de combien est-ce qu'on vous confie aussi. En fait, tout est relatif, tout est proportionnel entre le budget qu'on vous confie et combien vous êtes payé pour gérer ça. Après, nous, comme on le disait, comme on préfère en fait être sur plusieurs projets, en gros, sur la partie scénario, on accepte de se diviser par 3 l'enveloppe que le producteur avait pour payer le scénario de ce film. Il y a des scénaristes qui écrivent seuls, qui prennent cette enveloppe seuls. Nous, on a décidé de la diviser à 3. Et en gros, par contre, au lieu d'être sur un projet, on est sur plusieurs projets en même temps. Après, en gros, combien est-ce qu'on gagne? Quand on commence au tout début, les producteurs savent que vous avez
pas fait de film. Donc, généralement, je vais donner des enveloppes, mais en gros, un premier scénario, si vous êtes payé entre 30 et 40 000 euros, c'est très bien pour un premier scénario. Sachant que, attention, quand on dit 30 et 40 000 euros, c'est le scénario au final si le film se fait. Parce qu'il y a toujours une part où on est payé et une part à risque. Donc, on va dire 40 000 pour être sur l'échelle la plus haute, mais en gros, vous aurez 20 000 à risque et 20 000 à la mise en prod dès que le film se fait. Et sur ces 20 000 euros, vous allez avoir plusieurs échéances avec une partie à la signature, une partie au traitement, une partie à la V1, une partie à la V2, une partie à la V3, voilà. Et le producteur a la possibilité de s'arrêter quand il veut. Enfin, ou quand il décide, en fait, que ça ne correspond plus à ce qu'il voulait. Donc, en gros, oui. Il ne s'arrête quand pas en général. voilà. Ouais, oui. Il ne s'arrête pas parce que les Et producteurs... quand il est lancé, généralement, il ne s'arrête pas. Et Ah, mais après, c'est une bonne nouvelle, c'est une déjà. erreur de leur part, hein, Oui, en oui. vrai, mais C'est ils ne déjà- savent pas s'arrêter. Non, C'est mais une petite c'est- lumière dans le non, noir. mais ils préfèrent toujours. Non, mais oui, Ils insistent. forcément. Oui. Et après, oui, après quand vous passez à l'étape de faire des films, enfin que vous avez déjà fait un film, bah là vous êtes sur, c'est vraiment l'offre et la demande, et c'est en fonction aussi des résultats et des performances Ouais, de c'est vos ça. films précédents, et selon si vous avez un bon agent qui sait bien dealer aussi. Et après, faut pas se mentir, tous les contrats sont accessibles au RPCA. Donc RCA, au RCA. Donc en fait, les producteurs savent très bien aller voir combien vous avez été payé sur sur les autres les trucs. précédents, et ils rééquilibrent. Ils se disent bon bah il avait touché ça, mais avant de faire ça, maintenant avec ça on peut proposer ça. Et après c'est une négo avec votre agent. Mais en gros, quand vous êtes installé, et une enveloppe en gros, une enveloppe d'un scénario mainstream est entre 150 et 200 000 euros à se diviser. Si vous êtes tout seul, bah, vous prenez tout seul. Si vous êtes Ouais. 3, bah, vous divisez ça par 3. Ouais, c'est ça. Et sachant que à chaque fois, il y a la part à risque et la part. Voilà. Donc, À 3, on arrive rarement à dépasser 200. Donc à 2, 200, c'est mieux. Mais à 3, on va plus vite. Enfin, en fait, c'est... mais c'est vrai, aujourd'hui, on est à peu près sur... Nous, notre valeur, c'est à peu près ça. Après, si vous êtes tout seul, ils auront plus de mal à vous les donner quand même. Ouais. Donc, par ailleurs, ils savent aussi qu'on fonctionne comme ça, donc ils sont contents de savoir. Mais il faut avoir prouvé que tout seul, vous avez été capable d'amener un projet. Ouais. Enfin, ceux qui touchent ça tout seul, ils ont amené des projets avant, tout seul, sur des gros trucs, Ouais. où ils ont été payés ça. Donc, Ouais. c'est. Voilà. alors après, attention, c'est du brut. Comme dit Will, donc c'est moitié-moitié, qui est lié à la mise en production du film. Sur tous les scénarios qu'on écrit, en moyenne, il y en a 1 sur 5, 1 sur 6 qui va en mise en prod aujourd'hui à peu près, enfin statistiquement, c'est dur à dire, mais à une époque c'était 1 sur... enfin, d'ailleurs c'était 0 tout simplement. On est arrivé à 1 sur 10, parce que des scénarios de long métrage, franchement on a dû en écrire 30. Hein. À l'âge qu'on a, on a bientôt 35 ans. Voilà, on en a écrit un certain nombre. Non, mais on en a dû en écrire beaucoup, mais bon, plus on avance dans le temps et plus la probabilité qu'il soit en prod augmente, donc c'est intéressant, mais il faut toujours raisonner sur l'enveloppe d'avant, parce que c'est celle-là sur laquelle vous allez bouffer. Le reste, c'est du bonus. Si ça tombe, génial. Mais si ça tombe pas, faut voilà. Et donc c'est du brut à diviser dans tout. Donc brut, vous enlevez typiquement, vous enlevez entre 25 et 30%. Grosso modo. Donc 100 000 euros, une enveloppe de 100 000 euros brut, c'est 70. Divisé par 2 parce qu'il y a une partie à la mise en prod, c'est 35. Divisé par 7 échéances, c'est 5 par C'est échéance. 7 échéances, Par à peu exemple, près. par exemple. Mais il y a un truc, petit conseil d'amis, ça j'en suis rendu compte. Les agents, parfois, le voient pas. Les agents, on en a des super, des agents, mais ils voient pas ces trucs-là. Qu'est-ce qui va se passer? Votre producteur, à un moment donné, à quel moment il va commencer à faire lire, en fait, aux comédiens, au marché et tout? Il va pas attendre la VDF. Vous avez V1, V2, V3, V4, V5, V6. Allez, V1, allez, V6, c'est énorme. V6, c'est rare. On l'a sur un truc. Oui. Disons que vous avez V1, V2, V3, V4, VDF. Allez, ça arrive souvent. Signature, traitement, V1, V1. On est à peu près à cette échéance. Lui, il va faire lire dès la V3. Il va avoir des retours, il va vous faire écrire la V4. Après, jamais vous la verrez, la VDF. Ouais. Vous la verrez si ça part en mise en prod. Mais il va pas aller jusque-là. Ouais. C'est pas filou de leur part, enfin, pour certains, peut-être un peu, mais c'est normal. Ils s'en gardent une, quoi. Ils se gardent le SAV, ils s'en gardent une sous le coude. Donc, ne jamais charger la mule sur la dernière version. Chargez la mule sur tout ce que vous faites au début. De la même manière. Parce que le début, c'est ce qu'il y a de plus sûr.
plus ça va avancer et plus il y a un risque quand même que ça s'arrête pour une raison X ou Y. Donc, et d'une manière Tu veux générale... dire charger la mule, mettre les gros montants au début. Ouais, les gros Ouais, montants. ouais. Et d'ailleurs, moi, je mets à risque en plus. je suis pas spécialement militant de la cause scénariste, mais j'essaye toujours de dire aux producteurs, franchement, arrêtez de nous donner des échéances signatures ridicules, parce que s'il y a bien un moment où on va bosser, faire des recherches et sortir un truc qui sera l'ossature du film, c'est maintenant. Donc, si vous nous filez 2000 balles à la signature, brute, évidemment qu'on va faire 10 autres trucs en même temps, parce qu'on n'aura pas le choix. Si vous nous filez 10 000, bon, on va dégager plus de temps et on va vraiment se voir et machin et faire des trucs. C'est aussi un peu pour ça qu'en fait, il y a un petit... mais le producteur a du mal avec ça parce que tant qu'il a rien lu, ça lui... En fait, lui, il se raconte l'inverse, quoi. Lui, il préfère mettre les gros montants plus tard parce qu'il se dit, au moins, si c'est de la merde, j'ai pas trop dépensé au début. Alors, il y a toujours cette inquiétude-là. Donc, c'est une petite... Et de la même manière, il y a des choses qu'on acceptait au début, qu'on n'accepte plus maintenant. C'est le livraison acceptation, qui est très chiant parce qu'en fait, c'est une échéance scindée en deux. Je pense que certains d'entre vous doivent en avoir. Et en gros, le problème de ça, c'est que vous livrez une version, mais vous n'avez pas commande de la version d'après tant que vous n'avez pas vu le producteur et qu'il a validé cette version. Donc cette acceptation-là, elle peut prendre 1 semaine, 2 mois, 6 ans. Voilà. Donc en gros, le mieux, si vous pouvez dans vos contrats demander à vos agents, quitte à mettre plus d'échéances, c'est-à-dire plus de versions, mais vraiment dès que vous livrez une version, être payé pour cette version, et ensuite il y a une discussion autour de cette version, et vous passez à la version suivante. Mais le petit truc livraison à acceptation, c'est un truc qu'on met sur tous les premiers contrats, et en fait, en vrai, clairement, je prolonge ce que tu disais, vaut mieux mettre plus d'échéance et mettre plus au début que mettre ça, qui sont des petits trucs en fait de producteurs pour gagner du temps. En vrai, clairement, c'est pour gagner du temps, parce que tant qu'ils n'ont pas fixé ce rendez-vous entre ce que vous avez livré et ce moment où ils vont vous dire ce qu'ils en pensent, l'acceptation n'est pas payée. Et en fait, en vrai, c'est clairement un truc qu'on peut faire au tout début, quand on a des scénaristes qui ne savent pas, etc. Mais en vrai, ça, voilà, si... Moi, je suis pas pourtant très... Mais s'il y a un truc sur lequel on doit se battre en tant que scénariste, c'est vraiment ça, avoir plus d'échéances, mais vraiment version et pas acceptation. Voilà. Est-ce qu'on a le temps d'avoir les questions-réponses ? Il est déjà 9h moins 10. Ah, c'est vrai. Bon. Exceptionnellement, peut-être qu'on va squeezer les questions-réponses, mais comme on se retrouve comme d'habitude au bar, autour d'un verre, si on a envie de discuter et d'en parler et de se poser des questions, voilà, on va faire comme ça. Ça vous va ? On avait quand même une dernière question, c'est les conseils peut-être. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à donner à des jeunes auteurs qui voudraient se lancer dans la comédie ? En plus de tout ce que vous venez de dire. Dans la comédie ou dans Alors, les deux sont possibles. Non, mais de prendre plaisir déjà à faire ce qu'ils font, de se dire que le chemin est long. Hein. Moi, avant de faire un premier long, j'ai mis plus de 20 ans, donc voilà. Et puis aussi de ne pas être seul, quoi, d'écrire à plusieurs. Vraiment, nous, le moment où je pense où ça a changé, c'est quand on a réussi à créer ce trinôme, j'allais dire, ce truc où en gros on se connaît, mais c'est pas facile, hein, et avoir un équilibre dans un groupe. Moi, j'ai travaillé avec d'autres scénaristes avant, je pense que Olive aussi, et arriver à connaître les forces et les faiblesses de chacun, arriver à bien s'entendre dans la durée, c'est pas facile. Mais vraiment, et puis peut-être aussi tenter avec plusieurs personnes différentes, c'est un peu bizarre de raconter ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien aussi quand on a un groupe de travail avec qui on s'entend bien, des fois d'aller tenter d'écrire autre chose avec d'autres personnes, va renourrir aussi le groupe de départ. Et en fait, Olive écrit avec d'autres réals ou scénaristes, Jean-Paul aussi. Mais clairement, ne pas rester seul. En fait, je pense que l'écriture seule, c'est très très dur. Alors, enfin, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, peut-être parce que j'aime moins ça que la mise en scène, mais c'est tellement plus cool de se retrouver, de se donner et puis aussi on se challenge. Rien que de se donner un petit rendez-vous pour se dire on va se voir pour parler de ça, ça change tout que de procrastiner tout seul. Ouais, et puis essayer d'écrire des choses qui
même si c'est pas évidemment pas du long métrage, mais des choses qui vont se faire, du court, des pilotes de série, des choses que vous pourrez montrer, ou des choses s'associer à des choses qui se font, même si c'est pas rémunéré, même si c'est dans des conditions. S'associer à des choses qui se font, c'est un peu comme un comédien faire sa bande démo, quoi. C'est pouvoir montrer des trucs, c'est pouvoir même une pièce de théâtre, même je sais pas, être proactif tout le temps en fait. Aller voir des réals. Il y a plein de réals qui écrivent pas. Hein. Plein de réals qui font du court-métrage, qui sont bien réalisés, mais qui n'ont aucun intérêt, parce qu'ils n'ont pas d'idée, en fait. Donc, allez les voir, en fait, vous voyez des cours, vous dites, putain, il est super bien réalisé, vous contactez le mec sur Instagram, et tu cherches pas un auteur et tout. Hein. En fait, il faut être moteur tout le temps. Aujourd'hui, il y a des outils qui le permettent. Les gens répondent, hein. Les gens vraiment peuvent contacter un peu n'importe qui maintenant. Et par ailleurs, un autre petit conseil, les producteurs, ne leur envoyez pas 100 pages, ils les liront jamais. Ça n'arrive pas. Donc, ne perdez pas votre temps. Faut envoyer un dossier un peu cool, un peu graphique de l'idée que vous avez, quelques présentations de perso. Donnez envie, teaser, comme un teaser en fait. Hein, comme une bande-annonce. Et voilà. Donnez-leur envie de vous rencontrer, mais n'envoyez pas 100 pages. J'ai écrit un truc incroyable, cher monsieur machin, merci de votre retour. Il n'y aura pas de retour. Parce que 100 pages, déjà, relire ce que nous, on leur envoie quand on est en contrat avec eux, parfois, on sent que ça leur demande un effort. C'est normal, hein, c'est du temps. Hein. Lire un scénario, c'est long. Surtout lire correctement, c'est long, ça prend du temps. Donc ça, vraiment, c'est un truc. Mais vraiment, quand Olive dit un petit dossier, moi je sais que j'en avais parlé avec un pote, il m'a dit merci de m'avoir donné ce tips parce que ça lui a ouvert des chemins chez les producteurs. C'est vraiment 4 pages un peu cool avec des éléments graphiques, comme tu dis, un titre, un pitch, mais vraiment peut-être 3 lignes, une petite note d'intention sur une page et même un casting rêvé qui irait avec ça. Juste ça, vous amenez en fait une sorte de package. Surtout pour du cinéma qui est du cinéma commercial où tout de suite on se projette ou pas, et c'est ça qui va donner envie, c'est vraiment comme une bande-annonce qui va donner envie aux producteurs de dire ah tiens, j'ai envie de faire le rendez-vous avec cette personne pour voir ce qu'il y a derrière. Alors exactement, faut que vous prépariez vous en avance ce qu'il y a derrière sans forcément tout dire pour que ça donne envie de vous signer, mais clairement ça c'est un document de 15 pages et ils en reçoivent plein et ça les gave, alors qu'un petit truc graphique fait sur Keynote ou un truc simple, 3-4 pages, c'est vraiment le truc qui match le mieux. Puis il faut leur laisser leur place au développement. C'est-à-dire que si vous avez déjà écrit le début, le milieu, la fin, que tout est ficelé dans votre tête, vous pouvez penser que c'est bien, mais eux, vous les empêchez de rêver en fait. Et à moins que vraiment votre truc soit extraordinaire, ils n'ont plus de place pour se projeter. Donc laissez-leur se projeter, même s'ils vous disent des conneries. De toute façon, après, c'est une discussion, c'est un échange, mais il vaut mieux vraiment pas tout donner tout de suite. Et puis, autre truc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, quand on démarre notamment, vous prenez pas la tête avec je peux pas parler de mon idée, je vais me la faire piquer. De toute façon, vous en ferez piquer une ou deux peut-être, c'est possible, dans une carrière on sait pas trop, les trucs circulent. Mais si vous commencez à psychoter là-dessus, vous ferez jamais rien lire et vous n'avancerez pas. Le mail et la réponse au mail est quand même un élément de preuve. On est à la SACD, donc je vais pas dire du mal du dépôt SACD, c'est très bien le dépôt SACD, mais les producteurs s'en foutent, je crois, globalement. Enfin, vraiment, moi, je pense que ça l'est. Mais c'est pas mal, faites-le quand même. Mais bon, voilà, je pense que moi, je vais vous dire, parfois, il y a des gens de la SACD, là, je vais me faire fumer ou pas? Moi, je mettais des faux numéros. Moi, je mettais 136, 549. Allez, parce qu'à un moment donné, payer 15 balles à chaque fois, nous, on le fait plus jamais, quoi. Plus jamais. Je n'ai rien dit. Vous couperez cette partie de l'intervention. Dès que c'est signé, c'est protégé. Mais voilà, de toute façon, en vrai, il y a... Mais même le fait d'envoyer, d'avoir un retour, un accusé de réception. Et puis, vous dites pas, j'ai eu cette idée, c'est l'idée du siècle, si on me la pique. Si vous avez une bonne idée, vous en aurez une autre, et vous en aurez une autre après. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Si vraiment c'est l'idée du siècle, vous nous appelez. Voilà. Et on fera le nécessaire. Enfin, on va se démerder. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci de votre écoute. On peut monter, boire et manger.